Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi vous n'avez aucune idée de comment créer des sites web, comment brander votre contenu, comment valoriser votre marque, ou par exemple comment augmenter votre visibilité, vous allez adorer Eneco Formation. En gros, c'est une école digitale qui propose des formations 100% gratuites, 100% en ligne, qui est soutenue par la BPI, donc par le gouvernement en fait, et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous allez retrouver marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web, ou par exemple, intelligence artificielle. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, eneco-formation.fr. Mais à présent, mes petites beautés, on est parti pour l'épisode. Bonjour les petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système, le rendez-vous où je décortique les méthodes, les routines et les secrets des top performers. Mon invité du jour est Art Milan, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Adomeos sur Instagram. Il est penseur, entrepreneur et créateur de contenu. Il explore les thèmes de la construction de soi, les systèmes qui nous façonnent et tout particulièrement la gestion du stress. Avec Arty, attendez-vous à apprendre pourquoi et comment le stress peut devenir votre meilleure défense dans le chaos, quelles routines et habitudes ancrées dans votre quotidien pour maintenir un haut niveau de performance, pourquoi la santé mentale masculine est un sujet de société si important et pourquoi personne n'en parle, et enfin, comment mettre en place un système qui met le stress à votre avantage. Bref, préparez-vous à sortir de cet épisode avec des idées concrètes, activables et inspirantes. Vous le savez, c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement. À mon sens, c'est crucial de comprendre comment le stress et l'anxiété ont une place prépondérante dans nos environnements de haute performance, avec la volonté d'être toujours plus productif, plus efficient. Avec Art Milan ou Arty, du coup, on va explorer ces mécanismes et je suis certain que vous allez ressortir avec des perspectives totalement nouvelles. D'ailleurs, au passage, si l'épisode vous a plu, envoyez du love à Arty et globalement à tous les invités parce que je sais d'expérience que ce genre de retours font extrêmement plaisir et vraiment chaud au cœur. Mais sans plus attendre, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir Art Milan. Avant de commencer, j'aimerais que tu m'expliques, pour toi, c'est quoi la performance ? C'est une bonne question, ça. J'aime Merci. bien commencer par ça. Alors, pour moi, la performance au sens pur, c'est obtenir un maximum de résultats, peu importe à quel prix, que ce soit au niveau sportif, je sais pas moi, courir le plus de distance possible dans le moins de temps possible, quelle que soit la dépense que tu vas engendrer. Ou ça peut être en termes de business, je sais pas, grossir ta boîte le plus possible, augmenter ton chiffre d'affaires le plus possible, augmenter ton nombre de clients le plus possible dans une période donnée, en fournissant un maximum d'efforts. Et du coup, bah, moi j'ai tendance à pas trop chercher la performance, mais plutôt... Enfin, pour moi la performance c'est l'efficacité. Moi je suis plutôt à chercher l'efficience, à chercher à avoir un maximum de résultats en fournissant le minimum d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. avoir le meilleur ratio entre les deux. Voilà comment je décrirais ça. Ça se matérialise comment du coup, typiquement ? L'efficience? Ouais. Bah, je vais te donner un exemple dans le sport. Par exemple, je vais construire mes séances en faisant en sorte que les exercices ils aient une synergie entre eux. Pour que, par exemple, je fais un premier exercice qui va commencer à préfatiguer les muscles que je vais travailler dans le deuxième exercice. Et du coup, bah, le temps que j'aurais passé à faire mon premier exo, j'aurais commencé à pré-travailler les muscles que je cible au deuxième exo. Et donc ma séance, elle est condensée. Et je vais être du coup plus efficient. La subtilité entre efficient et efficace, elle est difficile à comprendre au début parce qu'on a l'impression que ça veut dire la même chose, mais pour moi, pas tout à fait, tu vois. Et dans le business, je pense que en plus c'est ton point d'expertise, ta zone de génie, je crois. Je crois que c'est l'efficience, ça se traduirait par le fait de mettre en place les bons process pour gagner un maximum de temps, pour pas perdre de temps et d'énergie sur des tâches qui sont secondaires et qui peuvent être automatisées. Bon, moi, je suis pas du tout bon là-dedans. Je passe beaucoup de temps sur des trucs assez futiles, qui fait que j'avance lentement. Mais je dirais que c'est ça. Ouais. Et alors que l'efficacité, c'est je bourrine, je fonce tête baissée, je compte pas mes heures, j'investis tout mon temps, toute mon énergie. Ce qui peut être une bonne stratégie aussi, mais tu peux pas faire toute ta vie comme ça, quoi. Sinon, tu finis trop stressé. Ok, et ça y est, on retombe sur nos pattes. On retombe sur nos pattes. Du coup, moi j'ai une question, c'est est-ce que finalement le stress, c'est notre plus grand ennemi qu'il faudrait absolument tout éliminer ? Pas du tout. Ok. Non, surtout pas. Il y a une espèce de, c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance en ce moment de éliminer le stress, parce qu'en fait le stress c'est mal compris. Souvent les gens ils confondent
le stress avec les conséquences du trop plein de stress. Quand tu es trop stressé pendant trop longtemps, tu vas vivre de l'anxiété, tu vas vivre de l'épuisement, et tu vas ressentir vraiment une sensation de stress. Mais le stress, c'est pas ça. Je vais revenir à la base, comme ça tu pourras comprendre, et tous ceux qui nous écoutent pourront comprendre. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est le stress? Qu'est-ce que le stress? Alors, Fred, et la petite voix, tu te souviens de la petite voix? Bien sûr. Ah putain. Le stress, c'est, définition académique, c'est un ensemble de réactions psychologiques et physiologiques qui permettent à un individu de réagir, de s'adapter à son environnement, à une perturbation, à une agression extérieure. Tu vois? Ok. Par exemple, exemple très primaire, on revient 10 000 ans en arrière, il y a un tigre qui te fonce dessus pour te bouffer. Bon, bah c'est un stresseur, c'est une source de stress. Tes yeux ou tes oreilles, tes sens détectent le danger, donnent l'information à des petites glandes dans ton cerveau qui, elles, vont interpréter le danger comme étant réel, donc vont envoyer un signal à tes glandes surrénales qui vont produire du cortisol, qui vont produire de l'adrénaline. Et cette production d'hormones qui va se déverser dans le sang va permettre la performance, la surperformance physique, enfin, va te permettre d'être plus fort, de courir plus vite, d'amener plus d'oxygène aux muscles pour être capable de fuir ou de combattre pour sauver ta peau, pour survivre. Tu vois? Exemple plus contemporain, tu as un client qui te met la pression parce que tu livres pas dans les délais. Bah, ce client, il te harcèle au téléphone et bah, du coup, tu vas aussi le percevoir comme un danger parce que ça te met en difficulté et donc tu vas générer du stress. Sauf que là, tu peux pas combattre ni fuir parce que combattre, ça voudrait dire engueuler ton client au téléphone, lui hurler dessus jusqu'à ce qu'il ferme sa gueule. Mais en fait, si tu fais ça, tu risques de perdre le deal, il va jamais te payer. Et fuir, ça voudrait dire ne jamais répondre au téléphone. Mais si tu fais ça, au bout d'un moment, ça va te retomber dessus. Et là, c'est le problème, c'est que là, dans ces cas-là, vu que tu peux ni fuir ni combattre, tu vas t'inhiber, te figer, et tu vas pas réagir au stress. Je pense qu'on y reviendra là-dessus, mais ça, c'est un peu le principal problème aujourd'hui. Ouais, carrément. Du coup, voilà, le stress, c'est tes réactions physiologiques pour réagir à une perturbation extérieure. Encore une fois, une perturbation extérieure, ça peut être un danger de mort direct, une voiture qui manque de t'écraser, ça peut être trop de travail, ça peut être le manque de sommeil, c'est un stress. L'excès de nourriture, c'est un stress. Les polluants dans la nourriture, les polluants dans des vêtements synthétiques, les perturbateurs endocriniens, des températures extrêmes, du bruit. Tu vois, quand tu débarques dans un pays où tu débarques en Inde, par exemple, tout le monde klaxonne en permanence. Au début, ça t'en a plein la tête, c'est un stress, tu vois. Il y a un Ouais. temps d'adaptation. Tout ça, c'est des stresseurs qui vont provoquer des réactions de stress. Et ensuite, à toi de voir si tu es submergé ou pas, et comment tu gères ça Ok. pour garder un minimum de stress parce que c'est lui qui te met en action. Mhm. S'il n'y a pas de stress du tout, bah, tu fais rien de tes journées. Mais être capable de pas trop subir et de l'extérioriser pour pas que ça déborde, en fait. Ok. Alors, ça me donne plein d'idées à Ouais. creuser, évidemment, parce que déjà, la première chose, c'est j'ai l'impression qu'il y a une tendance, effectivement, sur les médias sociaux, Ouais. de dire ah, mais si je stresse trop, je vais mourir plus tôt, c'est horrible. Et toi, de ce que tu me dis, en fait, ça te permet de te mettre en état de surperformance. Comment est-ce qu'on peut trouver un peu un équilibre là-dessus, tu vois, de Ok. se dire, d'un côté, j'ai envie d'être en performance, parce que bah, les chers Mhm. auditeurs, si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous avez envie de performer, Et c'est important de vouloir performer. et c'est cool. D'un autre côté, j'ai pas envie non plus de crever 10 ans plus tôt, quoi, tu vois, Ok. ou 20. Déjà, je me rends compte que j'ai pas totalement répondu à ta question d'avant, mais ça va me permettre d'embrayer sur celle-là. T'inquiète. Pas du tout de stress, ça n'existe pas. Le seul moment où on subit aucun stress, où notre corps ne produit aucune réaction de stress, c'est quand on est mort. Ok. Et avant ça, quand on est en burn-out, quand on n'est plus capable de fournir une réaction de stress parce qu'on est épuisé au niveau hormonal. T'es un peu léthargique, quoi, quand t'es en burn-out, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas du tout stressé, c'est une loque sur son canapé, il fait Ouais. rien de ses journées, tu vois. Ok. Donc pour se mettre en action, pour se mettre en mouvement, pour aller se confronter au monde, il faut un minimum de stress. Mhm. Et c'est pour ça que prendre une douche froide le matin, bah, ça fait monter le niveau de stress parce que c'est vécu par le corps comme une agression. Mhm. L'eau froide, c'est la mort. L'eau froide, c'est un danger. Ouais. Ça stimule l'organisme, le stress monte et du coup, on se sent activé. On est beaucoup plus réveillé, on est beaucoup plus à même de performer cognitivement ou physiquement. Tu vois. Ok. Et donc, du coup, pour rembrayer sur ta dernière question, l'idée, c'est que c'est intéressant de vouloir performer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir des résultats probants dans des courtes périodes de temps. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à s'extraire, qu'on arrive à battre la concurrence, j'ai envie de dire, parce que tout ça, c'est une compétition, en fait. Le problème, c'est on est obsédé à l'idée d'être tout le temps en train de performer. Alors que pour performer, il faut un équilibre. C'est-à-dire que pour pouvoir surperformer à un moment, Mhm.
Il faut avoir des moments où tu sous-performes, il faut avoir des moments de repos. Et aujourd'hui, en fait, on ne dort plus assez, donc on ne récupère pas assez. On s'oxygène mal, donc on n'apporte pas au corps ce dont il a besoin pour produire de l'énergie. On mange soit trop mal, soit trop. La plupart des gens mangent trop, donc ils s'épuisent parce que digérer, ça consomme de l'énergie. Mhm. On travaille trop, on ne se repose jamais, on est en permanence sollicité au niveau sensoriel. Les gens bossent pendant 2 heures, après ils prennent une pause ou ils scrollent sur TikTok. Mais en Ouais. fait, c'est pas du repos, ça. Tu vois? Quand tu scrolles sur TikTok, tu continues à stimuler tes sens, Ouais. à stimuler ton système nerveux. Et ton système nerveux, il a besoin de repos. Ok. C'est reculer pour mieux sauter, tu vois. Là-dessus, tu vois, j'ai envie de foncer parce que il y a plein de, tu vois, de petites brèches comme ça qui me semblent contre-intuitives et que j'adore explorer. Mhm. Typiquement, on n'a jamais eu un monde aussi confortable Ah, qu'aujourd'hui. Tu vois, sur la théorie, on travaille de 35 heures, ce qui veut dire qu'on n'a jamais aussi peu travaillé en fait de toute l'histoire de l'humanité, je Ouais. pense. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression. Je pense que tu te trompes pas. Ok, cool. Et tu vois, typiquement, aujourd'hui, on a une capacité à vivre, enfin, on a une vie que même les plus grands rois Mhm. n'auraient même pas pu imaginer. Mhm. Donc, il y a tout un tas de conforts de notre vie qui font que, en théorie, on devrait avoir un stress qui est super bas, quoi. Et pour autant, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, on est hyper stressé. Alors, C'est ça que je trouve il y a 2 choses. contre-intuitif. Déjà, aujourd'hui, les sources de stress se sont multipliées et elles sont présentes en permanence. Les ondes aussi sont un stress. Mhm. Différent. Ça dépend des fréquences. C'est Ok. pas les mêmes fréquences, ça n'a pas les mêmes effets. Mais aujourd'hui, on est en permanence soumis à des sources de stress, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc il y a l'aspect chronicité qui est entré en jeu, Ok. qui n'existait pas avant. Ouais. Et en parallèle de ça, on a littéralement dégénéré. Je ne saurais même plus te donner le nom du mec, mais il y a un scientifique américain qui étudie la stabilité du génome humain et qui dit qu'en fait, ça fait 2 siècles qu'on dégénère. Ça fait 2 siècles que le nombre de mutations génétiques augmente. Ok. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'on a atteint un pic de qualité du génome il y a 2 siècles. Et depuis, on dégénère. Ce que ça veut dire, c'est que, tu l'as dit, on vit dans un confort de plus en plus grand. Mhm. Et, et la vie, c'est économiser l'énergie. Donc en fait, tu vas comprendre, je vais connecter les 2 idées. T'inquiète, je m'inquiète Quand pas tu du vis tout. dans le confort, tu n'as pas besoin de faire d'efforts et tu n'as pas besoin de te renforcer en tant que système, en tant qu'organisme, Ouais. par un mécanisme qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est l'effet d'entraînement. On en a parlé avec Maxime Frost d'ailleurs. Je sais pas si à ce moment, Alors, l'épisode est sorti, mais tu m'as dit pas que vous aviez parlé de stress, ouais. ouais, Donc ça exact. m'étonne pas que vous en ayez parlé avec Maxime. Ce que fait Maxime, c'est utiliser le mécanisme d'hormèse, se mettre dans des situations de stress aigu et Mhm. non pas chronique, pour pousser, pour forcer son organisme à se renforcer. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la muscu. Ok. Le Là, ça me problème, parle. c'est que pour pouvoir utiliser le mécanisme d'hormèse, pour pouvoir profiter du stress aigu pour se renforcer, il faut en avoir les capacités. Ouais. Et en avoir les capacités, ça veut dire être en pleine forme. Quand on est épuisé, parce que ça fait 10 ans qu'on dort pas assez, qu'on est tout le temps stressé chroniquement, qu'on mange mal, etc., bah on a épuisé notre système et on n'est plus en capacité Hmm. de se renforcer par l'hormèse. C'est pour ça que je dis aux gens épuisés de surtout pas prendre de douche froide. Hop, 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 je vous arrête une seconde. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Bah, laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, j'avais lu certaines études, alors encore une fois, je ne suis pas expert du sujet, mais que des personnes en situation de dépression, donc médicalement avérée, disaient, enfin, c'était a priori statistiquement significatif que s'ils prenaient des douches froides, ça pouvait empirer en fait leur C'est une situation. évidence. Mais il faut comprendre les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'énergie. L'hormèse, le fait de se renforcer par le stress, c'est dépenser de l'énergie pour faire face à un stress qui, lui, va te renforcer.
Mais si tu n'as pas d'énergie à mettre dans l'équation, si tu n'as rien à mettre sur la table, parce que tu es déjà vidé, ça va juste te détruire encore plus. Ok. C'est le cas c'est le principe du surentraînement. Je pense, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, parmi les gens qui nous écoutent, qui sont adeptes de sport, de musculation, de renforcement musculaire? Ouais, je pense carrément. Ok, En bah, fait, ça leur l'idée parlera. de système, c'est justement le croisement entre la santé physique, la santé mentale et le business. Tu vois, Ok. on croise un peu les trois. On s'est bien trois en même trouvé temps. parce que moi, mon approche, elle est systémique. Et la systémique, la définition de la Ouais. systémique, c'est que tout système est composé de sous-systèmes, qui sont eux-mêmes composés de sous-systèmes, Mhm. sous-systèmes qui interagissent et qui sont interdépendants les uns des autres, et dont les interactions entre eux sont plus importantes que les systèmes eux-mêmes. Ok. Et tu vois, un humain, c'est un système composé de systèmes, de sous-systèmes nerveux, endocriniens, digestifs, musculo-squelettiques, etc., etc. Ouais. Chacun de ces sous-systèmes est composé d'organes. Certains sous-systèmes sont composés de plusieurs organes en même temps qui eux-mêmes appartiennent à plusieurs sous-systèmes. Mhm. Donc là, je descends dans Ouais. les couches, dans le micro. Et si tu remontes, on arrive sur ce que toi tu fais. L'humain qui s'inscrit dans un système familial, dans une entreprise, tu vois. Complètement. Et tout ça interagit. Et donc, si tu n'as pas une approche systémique, si tu te focalises sur un seul élément, tu rates toute une partie de l'équation. Mm. Et en fait, tu prends toujours les mauvaises décisions parce que tu n'as pas les bons fondamentaux, tu n'as pas les bonnes bases. Ouais, je suis d'accord. Et les bons fondamentaux, c'est l'énergie. Comment l'énergie circule, c'est loi de conservation de l'énergie, en fait. Et donc, si je résume un peu ce qu'on disait, c'est aujourd'hui, en fait, on est dans un monde confortable Ouais. et on est encore plus stressé, notamment par le fait de multiplier les sources de stress Ouais. et d'avoir quelque chose de chronique, en fait. Ouais. Donc, en gros, la vie s'est complexifiée par rapport à quand on était paysan, quoi. Bien sûr, la vie s'est énormément complexifiée, la charge mentale a explosé. Mhm. Et on ne se repose pas. L'ennui, c'est devenu un gros mot. C'est quoi la dernière fois que tu t'es vraiment ennuyé, C'est-à-dire où je médite, par exemple, par exemple? ou j'écoute de la musique, ou non. Je La fais rien musique, du tout, genre. ça dépend quel type de musique. Si c'est une musique très agressive, Si c'est une musique très agressive, ça peut te mettre en stress. Genre de la grosse techno au festival, ça compte ou Exactement, pas? mais on peut devenir accro à ça, parce que nous, on est Ouais. accro au stress. On a envie de se mettre en action. Ouais, Il c'est faut vrai. faire attention à ça, tu vois. Ouais. Surtout les mecs. On recherche l'adrénaline, on recherche le risque. Absolument. C'est Mais évolutionniste. une bonne teuf quand même. Ça fait du bien, ça défoule. Il y a cet aspect. C'est ultra addictif parce qu'il y a l'aspect je me stresse, ça nourrit mon addiction à l'adrénaline, Mm. qui est. Enfin, on est plein à vivre ça. Il y a l'aspect social, groupe, sentiment d'appartenance, je suis avec des gens qui me ressemblent, qui partagent mes goûts. Ouais. Et il y a l'aspect défouloir. Tu vois, je te disais Complètement. tout à l'heure, quand tu subis un stress, il faut pouvoir fuir ou combattre. Ouais. Pour décharger toute cette énergie que ton corps a mobilisée pour réagir au stress. Quand Ouais. tu es en teuf et que tu sautes partout, tu te défoules. Ouais, complètement. Et quand tu sors de teuf, le week-end, tu as déchargé toutes les tensions de la semaine. Et t'es mort pour la C'est semaine pour ça que c'est prochaine. addictif. Et bon, ça dépend ce que tu as fait dans la teuf, mais ça risque de te niquer un peu pour la semaine suivante. Exactement. Donc, pour revenir à ce que tu disais, aujourd'hui, paradoxalement, on n'a jamais été autant dans le confort, mais on n'a jamais été autant stressé. Pourquoi? Parce que on a dégénéré et on est devenu plus faible et on est moins entraîné à réagir au stress. Mhm. Et j'ai perdu l'idée que je voulais développer juste avant, mais c'est pas grave parce que j'ai une autre idée qui est venue en même temps. Je te donne un exemple. J'ai un ami qui était en Islande là, il n'y a pas longtemps et qui me disait en Islande, les gamins, ils sont dans des poussettes dehors dans le froid à -20 en robe, où il a vu des gamines jouer dehors pieds nus dans la neige. Hmm. Ça nous paraît aberrant, nous. Ouais. Mais eux là-bas, depuis toujours, ils font ça et les gamins, ils sont confrontés au froid depuis tout jeune Ouais. et leur système s'est renforcé. Alors que nous, on fait pas ça, donc nous, on se couvre de vêtements chauds et on s'habitue au surconfort. Et là, je te renvoie sur une phrase que tu as forcément déjà entendue, de Ibn Khaldoun, qui a dit ça il y a 5 siècles. C'était un économiste, d'ailleurs. Le fameux des temps difficiles créent des hommes forts créent des temps agréables, des temps agréables créent des hommes faibles créent des temps difficiles. On est à la fin du cycle, ici. Il est assez évident que des temps agréables ont créé des hommes faibles avant nous et que nous-mêmes sommes en train de recréer des temps difficiles. Ben c'est un cycle, c'est un éternel recommencement. Ouais. Tu vois? Donc c'est normal qu'aujourd'hui on se sente dépassé par le stress alors qu'on vit dans le confort. On est devenu faible. J'ai même l'impression qu'on est en train de recréer justement des problèmes en fait. Oui, bien sûr. Tu vois, Oui. on n'a pas assez de préoccupations intellectuelles ou physiques et du coup on est obligé de se créer des nouvelles nouveaux préoccupations. Ouais. Des nouvelles causes à défendre, Ouais, exactement, des c'est combats ça. qui nous dépassent, des nouvelles croyances. C'est ça, exactement. Ouais, bien sûr. Du coup, juste avant de passer sur un autre thème, aujourd'hui, ça serait quoi en fait finalement l'impact du stress? Parce que oui, on a compris, l'idée c'est d'avoir un stress modéré qui va à la fois te permettre de développer et à la fois pas te cramer. Mhm.
Ça serait quoi l'impact du stress, tu vois, chronique, multiple, etc. Tu vois, Ouais. et en gros, là, ce que j'aimerais faire comprendre un peu aux auditeurs qui nous écoutent, Ouais. c'est vraiment pourquoi est-ce que je dois à tout prix éviter d'avoir un stress chronique. Moi, pour te faire digresser un peu et te faire un peu une parenthèse, je vivais rue de la Roquette. À Paris, donc vous voyez entre les bars et les bars, au 3e étage, et pourtant c'était impossible de dormir sans boule de caisse. C'était impossible. Infernal. Donc en fait, il y avait du bruit tout le temps. Ouais. Et ça, évidemment, c'est une source de stress qui est immense. Et depuis que j'habite à Montréal, forcément, il y a 40e étage, il y a zéro bruit. Et c'est cool. Rien que sur cette partie-là, je sens que je suis beaucoup moins stressé, tu vois. Rue de la Roquette. Ouais. Bon, on s'est laissé aucune chance, hein, on va pas se mentir. On y allait la tête de la première, entre les bars et la barre, rue de Lab, tac, accès direct, terminé. C'est terrible parce que tu as le côté, le bruit, qui en plus perturbe ton sommeil. Tu as l'aspect tentation. Ouais, aussi, à 2 doigts. Enfin, t'es sous ton nez, il y a la tentation. Ouais. On était la place to be pour les before de soirée, quoi. Bien sûr. On est à côté du centre des hostilités, donc voilà. Donc tu vois, là, juste en changeant de contexte, en changeant d'environnement, tu as supprimé des sources de stress. Ouais, complètement. Et du coup, ça change énormément. Je pense que tu es beaucoup moins submergé par le stress. Peut-être que tu vois la différence à la salle, tu congestionnes mieux, tu as plus d'énergie, plus de libido. Plus d'envie surtout, tu vois. Plus d'envie d'aller m'entraîner le lendemain. Tu vois, c'était rare que je me couche et que le lendemain, je me dise « Ah putain, c'est trop bien, j'ai ma séance de sport le lendemain, j'ai trop envie d'y aller. » Tu vois. C'était rare. Et là, ça va mieux. T'es censé avoir cette envie, hein. Ce goût de l'effort. Ouais. Le goût de l'effort, c'est très lié au niveau hormonaux, chez l'homme en tout cas. Ok. Et les taux de testo sont très liés à ton état de santé, à ton niveau de stress. C'est un peu inversement corrélé. Ok. Donc en gros, tu vois, si j'ai trop de stress en continu et une source multiple, c'est quoi l'impact in fine ? Ok. Alors, il y en a énormément. Ok. J'ai envie de te dire que à peu près tous les maux de l'humain moderne peuvent être liés de près ou de loin à l'excès de stress chronique. Déjà, il va y avoir des symptômes psychologiques. Tu vas avoir une mauvaise humeur, parce que ça va impacter tous tes neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, ocytocine. Donc tu vas avoir une mauvaise humeur, un sentiment dépressif, tu vas être irritable, tu vas avoir des troubles de la concentration, tu vas avoir des difficultés à prendre des décisions. En fait, tu dysfonctionnes complètement. Ensuite, tu vas avoir des symptômes physiques, puisque toutes ces tensions, toute cette énergie que tu libères pour réagir à des stress et que tu gardes en toi à cause de l'inhibition, parce que tu n'agis pas, tu fais pas de sport, machin, ou tu fais trop de sport. Toute cette énergie-là va provoquer des tensions qui vont se figer notamment dans certaines zones du corps, dans ton diaphragme, qui est le muscle de la respiration, dans ton transverse, dans ton périnée, dans ta colonne vertébrale, dans ta nuque, dans ton psoas. Tout ça va créer des problèmes de posture, va créer des tensions musculaires, des douleurs musculaires, des gènes respiratoires. Tu vas perdre en amplitude respiratoire. Et donc, comme tu perds en amplitude respiratoire, tu rentres dans un cercle vicieux parce que du coup, la respiration et le stress, c'est très lié. Tu vas te retrouver avec le haut du dos courbé, le bas du ventre gonflé. Tu vas avoir une posture de merde. Homard, Comment ? Et le homard. Exactement. Ça. Système sérotoninergique du homard, Jordan Peterson, c'est ça Ouais, c'est ce que j'avais en tête, ouais. Exactement. Oui, c'est très lié. Et alors, c'est systémique, encore une fois. Le stress mal géré et chronique va provoquer des tensions qui vont impacter ta posture. Ouais. Et la posture impacte tes taux hormonaux, et donc ta confiance en toi, et donc ton attitude et tes émotions. Tu vois. Tout ça se nourrit l'un l'autre. Exactement comme pour la respiration. Quand tu stresses, ton souffle se tend, tu as le souffle court, ça donne une information, ça passe par le nerf vague, ça donne l'information à ton cœur qu'il faut accélérer le rythme pour faire circuler le sang plus vite, etc. Pour que les hormones du stress puissent circuler, pour que tu puisses réagir au stress. Et inversement, si tu as été en stress chronique pendant des années, que tout s'est tendu ici, que tu as des douleurs et des tensions ici, tu vas avoir le souffle court en permanence. Donc en permanence, tu vas donner la fausse information à ton système qu'il doit être en stress. Ok. Tu vois ? Et pour sortir de ça, il faut faire de la mobilité, il faut faire des exercices de respiration, des étirements, etc. Pour revenir sur les effets du stress, troubles du sommeil, troubles digestifs, en fait ça impacte tous tes systèmes. Ton système digestif va être impacté, tu vas digérer moins bien les aliments, tu vas assimiler moins bien les nutriments, tu vas avoir de l'inflammation, tu vas perturber ta flore intestinale, qui a aussi un impact sur ton sommeil, sur ton système immunitaire. À cause du stress chronique, tu vas moins bien dormir. Tu vas te réveiller, tu vas avoir du mal à t'endormir, tu vas ressasser. Ça va avoir un impact sur tes hormones. Donc, tu auras moins d'énergie, moins de cette espèce de feu intérieur, tu vas l'avoir moins, tu vas avoir moins de libido. Ça va influencer sur ta confiance en toi. Tu vas aussi avoir de l'anxiété sociale, donc tu vas moins connecter avec les gens. Pas de bol.
Un des meilleurs moyens de gérer le stress, c'est d'avoir un cercle social riche et de connecter avec les gens. Ouais. Tu vois. Ok. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui se nourrit de lui-même. Ouais, ok, Et d'accord. tu t'enfonces. Et justement, tu vois, la question que je me demandais, c'est que j'ai l'impression souvent on confond un peu l'anxiété avec le Ouais. stress, avec le burn-out, le Bien sûr, bore-out, ouais. la dépression. Est-ce que tu as moyen de peut-être séparer un peu ces termes-là pour qu'on comprenne mieux? Ouais, bien sûr. Bah, le stress, comme je te l'ai dit, c'est l'ensemble des réactions que ton corps fournit pour réagir à une perturbation extérieure. Mhm. L'anxiété, c'est un petit peu l'état mental et psychologique dans lequel tu vas te retrouver quand tu es stressé chroniquement pendant trop longtemps. Mhm. C'est un peu les premiers signes qu'il faut commencer à t'inquiéter. Ouais. C'est un peu les premiers signaux d'un pré-burnout, j'ai envie de te dire. Le burnout, c'est quand tu as complètement épuisé ton système hormonal et que tes glandes surrénales ne sont plus capables de produire du cortisol et de l'adrénaline pour réagir au stress. En fait, tu deviens apathique. Ok. Le burn-out, c'est... T'arrives même plus à te lever de ton lit le matin parce que t'as plus de cortisol. Tu sais, le cortisol, le matin, on a un pic naturellement, Ouais. quand on est en pleine forme en tout cas. Le cortisol pique au début de la journée, ce qui permet de se réveiller. Et c'est aussi très lié à la lumière du jour, le rythme Mhm. circadien, tout ça. Et le soir, il est censé baisser et laisser place à la mélatonine pour qu'on puisse s'endormir. Ouais. Quand tu es épuisé, quand tu es en burn-out, le cycle du cortisol, il est complètement foutu. Et parfois même avant d'arriver en burn-out, tu as du mal à te réveiller le matin parce que tu manques de cortisol, donc tu vas user de tous les stratagèmes que tu as vus sur YouTube, à prendre des douches glacées, à faire du jeûne intermittent, à faire de la diète cétogène, à Ouais. faire machin, machin, machin. Et le soir, tu vas avoir un pic de cortisol qui ne devrait pas avoir lieu, et donc tu vas pas avoir envie d'aller dormir, et tu vas te dire, ah bah je vais bosser. Ouais. Et donc tu vas aller sur les écrans à minuit, et tu Yes. vas encore plus niquer ton sommeil, et tu vas t'enfoncer dans le cercle vicieux. Ou encore pire, scroller sur TikTok. Encore pire, bien sûr. Même si TikTok, c'est cool. Non, c'est pas vrai. C'est faux, putain. c'est faux. Vous êtes tombé dans le piège. Non, TikTok, c'est vraiment l'enfer. Hein. S'il y a bien un truc qu'il faut Ouais. supprimer, c'est ça. Mais C'est comme la drogue. Ouais. Faut pas consommer, quoi. Et si vous êtes dealer de contenu TikTok, bah contentez-vous de dealer, ne touchez pas, quoi. Et Pablo Escobar. Ou alors, ouais, c'est ça. Je sais plus où j'en étais. Bah moi j'ai une question pour toi. Ok. C'est finalement, tu vois, un truc un peu pratico-pratique. Ça serait quoi le process idéal qui permettrait de moduler le niveau de stress qu'on a? Qu'est-ce que tu recommanderais à tous les auditeurs qui nous écoutent là, Ok. qui ont peur maintenant du coup, qui sont Là, peut-être ils sont terrorisés, terrorisés? ils cherchent la solution, on dirait un test de Ils disent, non, je copywriting, ne quoi. veux pas être trop stressé. Tu sais, là, Merde, j'ai créé de l'espoir. Ensuite, ça. j'ai mis des émotions négatives, et maintenant, on va... T'as agité le problème, C'est ça, l'impact. c'est ça. Je ne veux pas mourir. Non, mais franchement, c'est très simple. C'est très simple et c'est difficile de s'y mettre. Il y a deux choses, long terme, court terme. Si je veux gérer le stress à long terme, alors il faut... Rappelle-moi que je dois parler du court terme, après je vais Oui. t'oublier. Je te Pour rappelle gérer aussi le qu'il faut qu'on stress- dise qu'on n'est pas médecin, etc. Évidemment, Et voilà. ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est exactement pareil. Ce n'est pas un conseil d'investissement pour votre santé. Exactement. Parlez-en à votre médecin. Bien que la plupart d'entre eux ne connaissent rien à ça. Non, mais juste pour faire la parenthèse, je dis ça parce qu'en fait, si tu écoutes justement les réseaux sociaux, tout le monde est en burn-out. Ah oui. Alors qu'en fait, il faut avoir un avis médical, quoi. Tu vois, j'ai été diagnostiqué en burn-out il y a 2 ans ou 3 ans, je me rappelle plus. Et effectivement, t'as le médecin que tu consultes et il te dit, bon, ok, monsieur, là, il y a des symptômes de burn-out. Ouais. A priori, Ah, ils ont besoin de poser une étiquette pour, Voilà. pour que la machine derrière puisse s'emballer. C'est ça, ouais. En tout cas, Bref, je te laisse te reconcentrer. pour gérer le stress à long terme, il y a 2 facteurs principaux. Il faut fournir suffisamment d'énergie au corps parce que produire une réaction de stress, ça demande de l'énergie. Donc il faut de la matière première. Ouais. Et il faut libérer les tensions et extérioriser. Donc pour libérer les tensions et extérioriser, comme dirait Henri Laborie, qui est un peu ma source d'inspiration numéro 1, action motrice adaptée. Ça paraît un peu barbare comme terme, ça veut juste dire activité sportive défouloir. Donc, sport de combat et tout ce qui simule la fuite. Courir, nager, faire du vélo, marcher. Ok. Ok. Donc, faire un sport qui défoule et faire de la mobilité. Étirer les zones qui emmagasinent les tensions. Faire le pont, étirer le psoas, faire des routines d'étirement. C'est intéressant ça, si je peux faire une mini pause, Ouais. c'est qu'en fait, juste si on fait un petit peu un recul, et moi c'est un truc que j'ai eu une petite épiphanie, une petite révélation il y a quelques temps, c'est qu'il y a 200 ou 300 ans, en fait, les gens ne faisaient pas de sport en salle, ça n'existait pas, même il y a 100 ans en fait, ça existait, je crois pas, pour la simple et bonne raison que les gens travaillaient à l'extérieur, Ouais. se dépensaient physiquement, etc., alors qu'aujourd'hui on a des professions qui sont assises, Ouais. et donc en fait, mécaniquement, on a été réobligé de recréer du stress mécanique Ouais. artificiel en fait, via la salle de sport. par On a exemple. atteint un niveau d'absurdité assez C'est ouf. abyssal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme trop de calories et on va faire du sport supplémentaire pour dépenser des calories qu'on a surconsommées. Enfin, Ouais. c'est vraiment complètement dysfonctionnel. Ou on va faire du sport en prévision du Magnum chocolat blanc que j'ai mangé Oui. tout à l'heure, par exemple. Oui. Non, mais voilà. Voilà.
Donc, mobilité, défoulement. Vraiment pour libérer toutes les tensions. De l'autre côté, fournir de la matière première au corps. Bon, on parle tout le temps d'alimentation. Mhm. Densité nutritionnelle. Encore une fois, efficience entre l'apport nutritif de tes aliments et l'énergie que tu vas dépenser pour les digérer. Tu vois ce que je veux dire? Genre du chocolat, c'est hyper dense. Exactement. Du chocolat noir, c'est ultra intéressant. Des fruits de mer, c'est ultra intéressant. Des abats, des œufs, des patates douces, ce genre de choses. Donc là, on parle bien de la densité en termes de vitamines, Macro et micro. nutriments, Ouais. et pas en termes de densité calorique. Les deux. Ok. C'est très facile de trouver de la densité macro, donc calorique. C'est Ouais. beaucoup plus difficile de trouver de la densité micro, parce Ok. qu'aujourd'hui, les aliments sont vides. Mais c'est là-dessus qu'il faut miser, parce que les macros permettent au corps de fabriquer de l'énergie et aussi sont une source d'énergie directement pour les glucides. Mais les micros, vitamines, minéraux, permettent au corps, enfin, sont des éléments indispensables pour certaines réactions physiologiques. Ok. Les glandes surrénales, pour fonctionner, pour produire des hormones de stress, ont besoin de minéraux. Ok. Donc, densité nutritionnelle pour apporter la matière première au corps. Ouais. Normalement, si tu es en forme et que tu n'es pas trop épuisé, tu vas digérer correctement et tu vas assimiler correctement. Mhm. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur ce que tu ingères. Tout le monde fait l'impasse sur le reste, mais la nutrition, c'est 3 étapes. C'est j'ingère, je digère, j'assimile. Ok. Et l'autre facteur qui permet d'apporter de la matière première et donc de fabriquer de l'énergie, c'est l'oxygénation. On s'oxygène mal, on respire mal. On est dans des environnements où parfois on aère mal, l'air est chargé de polluants. Il faut que les poumons soient en bon état, il faut que le système cardiovasculaire soit en bon état. Mhm. C'est tout ça l'oxygénation. Ok. Donc il faut favoriser ça. Donc en gros, ça serait quoi concrètement, tu vois, une bonne méthode pour bien respirer? Qigong, ce que les Chinois font dans les parcs depuis 4000 ans. Enfin, quand tu vas sur Paris dans le 13e, dans les parcs, tu vois des Chinois faire du Qigong. Ouais. Tu te dis qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, ils sont ridicules. Bah non, en fait. Ils font comme leurs ancêtres depuis 3 millénaires, ils ont tout compris, c'est qu'ils s'oxygènent et en plus ils le font en groupe, ils sociabilisent et ils s'oxygènent le matin. Ok. Donc en fait, s'oxygéner, c'est activer ton système sans générer de stress. Bon, tu me diras si, parce que l'oxygène, c'est un comburant, ça fait du stress oxydatif. Pour les pinailleurs, oui, d'accord, mais ça génère moins de stress qu'un double expresso ou une douche froide, D'accord. ou un jeûne intermittent. Donc si demain, moi, j'ai envie de me mettre à mieux respirer, ou en tout cas intégrer de la respiration pour réduire mon stress, Mhm. concrètement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tu vois, on parle souvent de Wim Hof, des choses Mhm. comme ça. Est-ce que Alors, c'est intéressant d'intégrer des choses comme ça, ou La est-ce qu'il faut juste respiration- respirer tranquillement, quoi? il y a différents types de respiration. Et d'ailleurs, la respiration, ça va me permet de faire le lien, parce que c'est la clé pour gérer le stress à court terme. Ouais. Tu vas comprendre où je veux en venir. La respiration, elle peut servir à s'oxygéner, Mhm. elle peut servir à suractiver le système nerveux ou à sous-activer le système nerveux. Ok. Quand je dis sur ou sous-activé, je veux parler du système nerveux autonome qui lui-même se compose du système nerveux sympathique et parasympathique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ça me parle, ouais. Ok. Le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur, le parasympathique, c'est le frein. Mhm. Ok. En général, on accélère trop et on freine pas assez. Donc on est en sur-régime. Et on est en sur-régime et on fait pas la vidange et on roule en sur-régime pendant trop longtemps, donc on s'épuise et le moteur il explose. Burn-out. Tu captes. Je Donc, capte. tu m'as parlé de Wim Hof. La respiration Wim Hof, j'en ai fait il y a quelques jours avec Steve Gentil, je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. Super l'embrasse. gars qui est venu à la maison avec des potes pendant une semaine, il nous a Ok. initié à ça. La respiration Wim Hof, c'est une respiration qui met le corps en hypoxie, qui fait augmenter, je crois, le niveau de CO2, qui fait que du coup on n'a plus ce réflexe de respirer et du coup on est en sous-oxygénation. La sous-oxygénation, c'est un énorme stress pour l'organisme, Ok. tu vois. Ok. Est-ce que c'est la même chose quand on parle d'apnée du sommeil, par exemple? Oui. Ok. Ah, l'apnée du sommeil te met dans un état d'hypoxie. Ok. Ce qui s'est passé dans le Covid, attention, moi interdit, peut-être qu'on flottera, qu'on bipera. Non, t'inquiète. Ce qui s'est Pas de passé mental pendant le ici. Covid il y a 4 ans et qui fait que tout le monde s'est retrouvé en réanimation chez les vieux, c'est que la surinfection du Covid dans les bronches et dans les poumons a gêné la bonne oxygénation et a mis les gens en hypoxie. Et quand tu désatures en oxygène, bah faut te mettre en réanimation. Ok. Tu vois. Et le but du Qigong, c'est de réoxygéner D'accord. pour réoxygéner toutes les mitochondries, qui sont les petites usines dans les cellules qui fabriquent de l'énergie à partir de l'oxygène. Ok. Ok. Donc, la respiration Wim Hof, elle est intéressante, mais elle augmente le niveau de stress. Ouais. Donc, elle est intéressante pour se réveiller. Elle est intéressante pour faire de l'hormèse. Hmm. Mais si tu es épuisé, si tu es proche du burn-out, ne t'amuse pas à faire ça. Ok. T'as pas besoin de ça. Quand tu es Donc- proche du burn-out, tu as besoin de ramener de l'oxygène, Ouais. amener des nutriments et te reposer. Ensuite, du coup là je vais bifurquer vers les moyens de gérer le stress à court terme. Mhm. La clé ultime, c'est la respiration, puisqu'en fait, le stress, c'est des réactions inconscientes. Mhm. C'est sous le seuil de la conscience, on ne contrôle pas ça. C'est
c'est lié au système nerveux autonome. Comme son nom l'indique, autonome, on ne maîtrise pas. Mais en fait, si. Ouais. Ok. Parce que tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la respiration, quand tu es face à un stress, tu vois, tu retiens ton souffle, Mhm. tu es en apnée, du coup le cœur il accélère, hop, Ouais. et après tout se met en branle. La respiration, en fait, c'est le seul moyen de remettre un peu de conscience pour réguler des mécanismes qui à la base sont inconscients. Ok. Et c'est très très simple. Pour schématiser, quand tu inspires, tu actives le système nerveux sympathique, donc tu accélères. Quand tu expires, tu freines. Ok. Donc si tu veux accélérer, tu vas avoir une phase d'inspiration plus longue que la phase d'expiration. Mhm. Si tu veux te calmer, tu vas avoir une phase d'inspiration plus courte que la phase d'expiration. Typiquement, un exercice que moi je fais, imaginons que je veux dormir sur commande, Ouais. ou que j'ai un examen où je passe un oral devant un jury, et que je Mhm. commence à stresser, que je veux me calmer. Tu vois, Ouais. je suis devant la porte, c'est le candidat juste avant moi qui est en Ouais. train de passer, je sens que mon cœur il s'accélère. Ouais, je vois très bien. Ok, bah dans ces cas-là, Je suis déjà stressé là, rien que d'en parler. tu captes? Compétition Rien de que t'en crossfit. parler là, je préviens. Ouais. neurones miroir, machin, Exactement. tu peux déjà stresser. Ou compétition de crossfit. Bah dans ces cas-là, tu vas inspirer 5 secondes et tu vas freiner l'expiration et tu vas expirer très longtemps, très longtemps, très longtemps. Et en faisant ça, tu vas faire baisser le niveau de stress et tu vas te calmer. Ok. Ça, c'est un exercice que je fais avant de dormir, par exemple. Ok. Et ça me permet aussi de travailler le diaphragme et donc de le détendre. Ok. T'as des applications, des choses comme ça à recommander ou Non, juste. je suis un peu. En fait, moi, je pars du principe que s'il y a quelque chose que tu peux utiliser, que tu as déjà en toi et pour lequel tu peux n'avoir besoin de rien, Mhm. profites-en en fait. Ouais. Tu vois, il y a une boîte qui m'a approché pour me proposer de faire la promo d'une espèce de ceinture de respiration. Je leur ai dit, mais les gars, en fait, Ok. Pas la peine. pas la peine. En fait, Ok. il y a déjà trop de. Je suis partisan de simplifier tout, Ouais. de faire du Pareto, de pas chercher la perfection, Ouais. d'arrêter de se prendre la tête avec des détails et de se concentrer sur les fondamentaux. Ok. Parce que la charge mentale est un stress, tu vois. Moi, je veux réduire cette putain de charge mentale dans tout. Ok. Donc, je vais pas m'encombrer des applications. Ça peut être intéressant pour commencer, pour s'y mettre, mais une fois que l'habitude elle est ancrée, normalement, t'as plus besoin de ça. Ok. C'est comme tout à l'heure, je te parlais de Qigong. J'ai Ouais. fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est une séance de Qigong. Ok. Les gens la regardent et l'idée, c'est qu'au bout de 10, 15 fois, ils la connaissent par cœur, la séance. Et Mhm. qu'ils puissent, du coup, faire leur séance de Qigong en étant parfaitement conscients, en étant dans l'instant présent, sans avoir à regarder un écran. Ok. Ils vont le faire bien assez pendant la journée. Tu Et vois. bah, trop bien, du coup, chers auditeurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous invite à aller cliquer sur le Allez lien. voir ça. Et même ceux qui écoutent sur le podcast, déjà, vous allez mettre des abonnements, etc. Ça, on en reparlera plus tard. Mais en plus de ça, je vous invite à juste regarder dans la description. On aura mis les liens de Adomeos, du coup, puisque c'est ton compte. Et Ouais. on peut retrouver, j'imagine, sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Adomeos aussi. Et ça s'appelle Adomeos aussi. C'est magnifique. C'est la ça. petite parenthèse. Et du coup, court terme, respiration, expiration lente et longue, Ouais, et inspiration plus courte. inspiration plus courte. Moi, l'exercice de base que je pratique, c'est j'inspire 5 secondes. Ouais. Et à chaque cycle, j'allonge l'expiration. Parce que c'est très difficile de commencer par faire 5 secondes, Ok. 30 secondes. Ok. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc tu peux faire 5, 5, Ok. 5, 10, 5, 15. Et petit à petit, allonger la phase d'expiration. Et d'ailleurs, je pense que toi, et comme tous les gens qui nous écoutent, auront forcément entendu parler de cohérence cardiaque. Mhm. La cohérence cardiaque, c'est juste un état d'équilibre entre l'activation du système nerveux sympathique et parasympathique. Et en fait, pour atteindre cet état, il faut juste faire 5-5. Il faut équilibrer la phase d'inspire et d'expire. C'est tout bête, tu vois. Et ça, Ok. quand tu es en suractivation, quand tu es sur sollicitation et que tu es dans un état de stress trop important, le simple fait de faire de la cohérence cardiaque, pardon, ça va te calmer, tu vois. Et c'est Ok. efficace. Question là-dessus, c'est est-ce que je dois attendre d'être stressé, de me sentir stressé pour le faire, ou est-ce que je dois l'intégrer dans une routine, le matin, le soir, le midi, C'est quand une je suis aux très bonne toilettes, question, ça. Et ça va me permettre d'aller sur quelque chose. Je pense que c'est comme la soif. Il vaut mieux pas attendre. C'est comme quand tu es sous l'eau en apnée, vaut mieux pas attendre de mourir d'envie de respirer pour remonter et respirer. Sauf si tu veux battre un record et performer pour une fois. Ok. Donc non, je pense qu'il vaut mieux pas attendre de ressentir qu'on est trop stressé pour le faire. Et ça me permet de parler d'un truc, c'est que la plupart des gens ont du mal à se sentir. Parce qu'ils sont dissociés d'eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu une enfance traumatisante, et que du coup, pour se protéger d'eux-mêmes, ils se sont dissociés de leurs sensations ou de leurs émotions. Et ça, c'est la principale raison qui fait qu'on se retrouve dans des états de surmenage et de burn-out. C'est qu'en fait, on n'a pas été pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas capable de s'écouter, on n'est pas capable d'écouter les signaux, on est même parfois accro à la souffrance et au fait de se faire mal, no pain, no gain, et donc on va trop loin.
et on dépasse nos propres limites. On n'écoute pas les signaux. Parce qu'on s'est fait biberonner à la sorte de ta zone de confort, tu n'as pas de limite, tu es un super-héros, ta zone de confort est infinie, tu peux l'élargir autant que tu veux. Non, c'est pas vrai, en fait. Ta zone de confort, tu as une immense capacité d'adaptation, parce que tu es une machine complexe, tu es une machine incroyable. Merci. Pardon. Mais c'est pas de la magie, en fait. Il y a un moment, tu peux pas renier les lois de la physique et de la physiologie. Tu peux pas sortir de ta zone de confort tous les jours en permanence. Tu vas te griller les ailes. Et au bout d'un moment, la vie va t'envoyer un signe tellement fort que tu n'auras pas le choix, tu vas l'écouter. Genre, tu vas te blesser à la salle, tu vas faire un burn-out, tu vas t'endormir au volant et faire un face-à-face avec une autre voiture, ce genre de truc, tu vois, pas marrant. Ouais. Et la plupart des gens ont du mal à écouter les signaux faibles. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas appris à s'écouter. Ou même ils ont cherché volontairement à taire ces signaux faibles. Exactement. Mais ça, c'est des choses qui se passent dans l'enfance, de manière totalement inconsciente. C'est qu'on va... Ça peut être des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, donc on va se couper pour pas vivre ces souffrances-là, parce que quand on est bébé, on ne veut pas les vivre, c'est trop dur. Sauf qu'une fois qu'on a emmagasiné ces mémoires traumatiques et ces dérèglements, ça joue dans le cerveau, au niveau de l'hippocampe et tout ça, bah, consciemment, on ne peut pas revenir là-dessus. On fonctionne comme ça toute notre vie, tu vois. Et c'est pour ça que je dis toujours que 95% des gens ont besoin de faire une psychothérapie. Les 5% restants, c'est ceux qui ont eu une enfance parfaite, c'est rare, tu vois. Mais on est tous concernés par ça quasiment, et on a tous ce problème de souvent trop en faire et pas s'écouter. Ce qui fait que, bah, du coup, on se retrouve à s'intéresser, à faire attention au stress quand on a déjà été bien trop loin. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière et de réparer les dégâts. Ok, trop bien. Sur la partie du stress, donc de ce que je comprends, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Il faut moduler, enfin, c'est pas qu'il y a du bon et du mauvais stress, mais il faut moduler le niveau d'intensité. Le stress est ton meilleur ami jusqu'à ce qu'il devienne ton pire ennemi, en fait. Ok. Je le résumerai comme ça. Trop bien. Et donc, tu peux à la fois, si tu veux te décharger, mettre en place des systèmes de respiration, de sport pour se décharger. Je prends toujours l'exemple dans le podcast des... J'étais dans une salle de CrossFit au Louvre 3. D'ailleurs, si vous écoutez, je vous embrasse. Qui est dans la rue où il y a le siège social de Google à Paris. Et en fait, c'est vrai que le soir, tu vois les cadres qui viennent s'entraîner au CrossFit. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est se mettre la gueule dans le seau. Tu vois, ils ont besoin de décharger, ils ont tellement accumulé tout au long de la journée. Et tu vois ça tout le temps, quoi. Et donc, ça fait sens ce que tu dis totalement, quoi. Ben, en fait, ça fait sens. Tu vois, les gens deviennent accros au footing très facilement. Ouais, carrément. Tu as de plus en plus de gens qui s'y mettent, notamment en période de confinement. Parce que quand tu es en période de confinement et qu'autour de toi, il y a un climat de peur, bah, tu nourris du stress. Tu ne peux pas l'extérioriser. Donc, tu es inhibé tout le temps. Donc, dès qu'on te permet d'aller courir, tu y vas direct. Et tu l'observes aussi, un phénomène que je trouve marrant, c'est que tu as des endroits qui ouvrent où en fait tu payes, on te file une hache ou une batte de baseball et tu peux tout détruire dans une pièce. Ça, c'est le défouloir ultime, tu vois. Comment ça s'appelle ça ? Fury Room. Fury Room, exactement. Ouais. Ça, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Ok. À l'époque, ton grand-père, il allait couper du bois quand il avait besoin de se défouler. Je vais dire un truc horrible, mais ton grand-père, quand il y avait des tensions dans le foyer, bah, il était éduqué peut-être, et au lieu de frapper sur ses gosses ou de frapper sur sa femme, ce qui est quand même assez mal adapté socialement, assez mal accepté socialement, et ce qui est quand même assez dégueulasse, bah, tu sors, tu vas te défouler, tu vois. Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont oublié ça. Et ça crée tout un tas de problèmes. Ils se mettent au sport, du coup. Voilà. Il y a un deuxième sujet que je voulais voir avec toi. Est-ce que tu penses que sur le stress, on est allé un peu dans toutes les zones où tu avais envie d'aller ? Moi, je pense. Je dirais juste aux gens d'aller étudier les travaux de Henri Laborie, qui était un scientifique français, écrivain, chercheur, un génie, en fait. Pourquoi ça me parle, Henri Laborie ? Parce que c'est lui qui a fait l'expérience sur les rats. Sur les rats ? C'est ça, ok. La fuite, l'inhibition ou le combat. Tu peux expliquer ça rapidement quand même ? Je pense que c'est magnifique comme expérience. C'est un magnifique nom, mais... Vas-y, en 5 minutes, je te fais ça. Hyper insightful. Donc, Henri Laborie, chercheur, philosophe, chirurgien, bref, un putain de génie, 20e siècle français, a étudié pendant des années le stress. Et il a fait une expérience avec des rats pour montrer les différentes réactions possibles face à un stress, chez un mammifère. Sachant que nous, on a tout d'un mammifère, avec en plus des cortex frontaux, des lobes frontaux qui nous permettent aussi d'un peu plus de complexité, en théorie. C'était avant TikTok et les sites porno. Donc maintenant, on a moins. Maintenant, on en a moins, ouais. On a un peu perdu ça. Ça se voit dehors, d'ailleurs. Ouais. Donc, il prend une cage qui est rectangulaire. Pardon. Cette cage, elle est séparée par une cloison. Et cette cloison est percée d'un trou qui permet au rat de passer d'un côté à l'autre de la cage. On met un rat dans la cage et on a le sol de la cage qui peut être électrifié d'un côté. L'électricité représente le stress, l'agression extérieure.
Donc on met le rat dans la cage et on fait retentir un petit bip au début, 5 secondes avant d'électrifier le sol de la cage. Au début, le rat n'a pas l'habitude, il ne sait pas ce que c'est le bip, donc il ne s'inquiète pas. Et dès qu'il sent l'électricité dans ses pattes, donc le stress, il va fuir pour éviter le stress, et il fuit de l'autre côté de la cage, qui n'est pas électrifié. Au fur et à mesure de l'expérience, dès qu'il entend le bip, il a appris, tu vois, grâce à sa mémoire, parce que le cerveau limbique des mammifères leur permet d'avoir de la mémoire, il va éviter la punition. Donc dès qu'il entend le bip, hop, il se barre de l'autre côté. Comme ça, il évite de subir le stress, l'électricité dans ses pattes. Au bout d'un moment, on ferme le passage. Donc le rat entend le bip, il sait qu'il va subir un stress, donc il essaie de fuir, il court dans tous les sens, il ne trouve pas la sortie. Et au moment où l'électricité est activée, il se fige complètement. Il s'arrête complètement de bouger, il hyperventile, il respire vite, il a les poils qui s'érissent, sa tension artérielle elle monte, etc. En fait, toute l'énergie qu'il a mobilisée pour réagir au stress, elle se retourne contre lui. Il ne peut pas l'extérioriser. Et ça, cet état d'inhibition, c'est ce que tout le monde ressent, par exemple, quand tu es dans une entreprise et que ton boss te met la pression, parce que lui-même, il a subi du stress à cause de ses clients, Il te le parce cascade. que l'État français lui prélève 2 tiers de la valeur qu'il crée, de manière totalement arbitraire. Et donc, son boss est stressé. Donc, son boss, comme il est stressé, bah, il se décharge sous forme d'agressivité sur son salarié. Et le salarié, il en prend plein la gueule. Il peut pas combattre, il peut pas fuir, donc il s'inhibe toute sa vie. Et à 45 ans, il fait un AVC. Voilà. Pas ouf. Sympa la vie. Pas ouf. Donc, le rat, je reviens sur le rat. Donc, il s'inhibe. Ensuite, on habitue 2 rats à l'expérience. Et on les met ensemble dans la cage. Et bah, on met l'électricité. Et qu'est-ce qui se passe à ton avis? Ils s'inhibent? Non. Non, Ils peuvent pas fuir. ils peuvent pas Et fuir. ils s'inhibent pas. Ok. Qu'est-ce qui reste? Ils se font des bisous? Pas tout à fait. Non, ils se foutent sur la gueule. Ils se battent. Ils se battent parce qu'en fait, c'est moins dommageable pour le rat, pour le système nerveux du rat et pour son organisme, de décharger toute cette énergie sous forme d'agressivité sur son congénère plutôt que de s'inhiber. Ça crée moins de dégâts. Ok. Maintenant, tu prends cette expérience, tu la transposes aux sociétés humaines et tu comprends pourquoi il y a des gens qui sont agressifs pour rien, qui s'excitent au feu rouge, qui klaxonnent comme des fous, qui hurlent sur le mec devant. Pourquoi tu as des mecs qui sortent dans la rue et pour une clope, ils vont te briser la mâchoire, tu vois. Tout ça, pour moi, de mon analyse, c'est principalement la conséquence d'un stress chronique qui est mal géré et d'une incapacité à extérioriser. Et en fait, ça fout tout en l'air. Et je reviens sur l'exemple de l'entreprise. Le boss, il est en position de dominance hiérarchique, donc il peut se permettre de décharger son stress sous forme d'agressivité sur son N-1. Le N-1, il a des inférieurs hiérarchiques, donc il peut se permettre. Et du coup, tu as une espèce de cascade de défouloir comme ça. Et le petit dernier, c'est la victime de la société, frustrée, aigrie. Bon, en France, il va prendre des anxiolytiques et il va finir par se suicider. Aux États-Unis, il va faire une tuerie dans une école, tu vois. Je schématise. Et tu vois, les conséquences, elles sont tragiques. Ouais, ok. Voilà. Donc le stress, attention quoi. Bah, pour moi, le stress, c'est un peu le poison. C'est à la fois, c'est le stress qui fait que la société humaine, elle est aussi évoluée, qu'on fait des trucs de ouf, mais c'est en même temps l'excès de stress qui nous tue petit à petit. Voilà. Justement, en parlant de société, Allez, on parle de société. on peut enchaîner sur le deuxième thème que j'avais envisagé sur cet épisode. Parce qu'en fait, pour donner un peu de contexte aux éditeurs, on s'est rencontrés au moment où j'ai posté sur LinkedIn le post où je me suis fait un peu éclater la gueule sur le féminisme en l'occurrence. Je l'ai pas lu ce post. Tu l'as pas vu? Ok, bah c'était à ce moment-là. En gros, j'ai fait un post qui expliquait que, en gros, plutôt que de pointer du doigt, il fallait s'unir et se battre pour. Et en gros, ça a été très 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 mal reçu. Parce que je pris un peu d'agressivité. Je comprends pourquoi, parce que je pense que le post était mal formulé, il y avait probablement des injonctions que j'avais fait. Mais pour autant, la vision de ce poste-là était vraiment vertu positive, tu vois, on se met ensemble, on se tient par la main et on égalise les droits, quoi. Ouais. Et en fait, on a commencé à parler à ce moment-là parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets de société qui étaient extrêmement invisibilisés, pour reprendre une rhétorique très bien connue. Et ce sujet qui était invisibilisé, c'était la santé mentale masculine. Ouais. Et donc j'ai creusé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'études qui étaient faites côté outre-Atlantique, notamment au Canada et aux États-Unis. Ils sont en avance, ouais. Mais pour autant, en France, il n'y a personne qui parle de ce sujet, de la santé mentale masculine. Or, pour contexte, aujourd'hui, j'ai plus les ratios en tête, mais de mémoire, je crois que c'était au Canada, où tu as 4 suicides pour hommes pour 1 suicide de femme. Suicide réussi. Suicide réussi d'hommes, exactement, c'est tout à fait ça. Suicide réussi d'hommes pour 1 suicide de femme. Donc c'est significativement supérieur, qui fait que ça pose des questions de santé publique, en fait. Et donc je me pose la question de comment ça se fait qu'on arrive à ne pas en parler, en fait. Et comment ça se fait que ça se passe, quoi. Ok.
Bon courage. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais. Il faut encore une fois, il faut lire Henri Laborie pour comprendre aussi les fondamentaux de cette problématique-là aussi. Henri Laborie, il analyse les choses très froidement et il nous dit que l'espèce humaine, tout comme toute espèce de mammifère d'ailleurs, ou presque toutes, beaucoup d'espèces de mammifères, s'organisent en échelle de dominance hiérarchique. Et que ça a beau être injuste ou amoral, il n'en a rien à foutre de la morale, c'est la réalité. Ce qui veut dire en fait, c'est que l'égalité n'existe pas. Le problème, c'est que les sociétés modernes, surtout la France, s'est fondée sur une devise qui comporte le principe d'égalité. Mais quand tu reviens beaucoup plus loin en arrière et que tu analyses la façon dont la nature a évolué, tu remarques que l'égalité, la nature, elle ne connaît pas. L'égalité n'existe pas dans la nature. C'est un principe qui est foireux. Tout s'organise selon des principes d'échelle de dominance hiérarchique. Alors après, l'humain a accès à des niveaux de conscience plus subtils, a accès à plus de complexité, et il peut réfréner ses pulsions et ses instincts d'animal pour fonctionner de manière un peu plus... comment on dit l'inverse d'égoïste, enfin de manière un peu plus collaborative. Ouais. Mais ça n'empêche que ces instincts et ces pulsions, elles sont toujours là. Et qu'essayer de les réfréner, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux essayer de les comprendre pour mieux les apprivoiser. Je crois qu'il y a juste pour faire un petit aparté, je pense qu'il y a aussi une confusion, c'est que on parle d'égalité, mais tu vois, sur la Déclaration des droits de l'homme, c'est égalité en droit. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Aujourd'hui, on a en fait, l'égalité a dérivé en obsession égalitariste. Et l'égalitarisme, ça consiste à dire qu'on est tous égaux en capacité. C'est faux. Je n'ai pas les capacités physiques de Teddy Riner. Je n'ai pas les capacités intellectuelles de... ça n'arrivera jamais. J'ai pas les capacités intellectuelles de l'inventeur d'Ethereum. Tu vois, on a tous des compétences différentes, parfois des compétences qui sont complémentaires les unes des autres. Mais déjà, il faut, pour moi, pour accepter, pour être à l'aise avec sa propre condition, il faut accepter l'idée que l'égalité n'existe pas. Et il faut accepter qu'on a des faiblesses, qu'on a des domaines où on ne sera jamais bon, où il y aura toujours meilleur que nous. Et déjà, c'est un premier pas. Et donc, je reviens sur Henri Laborie, il parle de ça dans ses bouquins, et il t'explique que l'humanité a évolué comme ça, parce que c'était quelque chose qui fonctionnait à peu près. C'est un peu comme le capitalisme, tu vois. Ça a des défauts, mais ça fonctionne. Ouais. Quand il est laissé libre. Je parle pas de capitalisme. Pas en France. Exactement. Donc pour moi, le premier truc, c'est ça. Et aujourd'hui... Pas en France, parce que capitalisme de connivence. De connivence complet, ouais. Qui, en fait, la SNCF, c'est pas une boîte libre, tu vois. Ou EDF. Ouais, en fait, t'as des gens qui pensent qu'en France, on est dans un système libéral. Non, c'est pas ça le libéralisme. C'est ça. C'était juste pour la compréhension des auditeurs. Exactement. Donc déjà, pour moi, il faut être à l'aise avec cette idée et il faut arrêter de croire qu'on peut faire... Ça aussi, c'est un problème du dev perso. Le dev perso nous a dit, tu peux devenir qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Non, c'est faux. Je pourrais jamais devenir ingénieur informatique. Je n'ai pas la capacité de concentration, je n'ai pas la capacité de fonctionner de manière séquentielle. Moi, je pars dans tous les sens. Je suis un créatif, je ne peux pas être ingénieur informatique. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut et qu'on peut devenir tout ce qu'on veut. On est nous-mêmes, on a des points forts, des points faibles, des défauts, des qualités. Il faut être au clair avec ça et il faut trouver sa place. Pour moi, c'est ça, tu vois, le principal truc. Parce que tout le monde veut... Je prends l'exemple du milieu entrepreneurial, infoprenarial. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde veut faire 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour. Tout le monde n'y arrivera pas. Ça demande des compétences que tout le monde n'a pas. Ça demande des niveaux d'intelligence que tout le monde n'a pas. Ça aussi, c'est un putain de sujet tabou, mais on n'est pas tous égaux là-dessus, tu vois. Je suis d'accord. Moi, j'ai fait un des épisodes, ça va être le 20 et quelques, c'était le manifeste de défense du salariat. Ouais. Justement, en prenant parti qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'être solopreneur, entrepreneur, etc. Tout le monde tire à balles réelles sur le salariat, alors qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour ne pas être salarié. C'est clair. Et c'est terrible parce que, effectivement, tu as un idéal de liberté via l'entrepreneuriat, sauf qu'en fait, donner trop de liberté, d'ailleurs, c'est le sujet du livre que je suis en train de lire en ce moment, donner trop de liberté à des gens qui ne sont pas capables d'encaisser ce niveau de liberté-là, c'est en fait hyper tétanisant et ça peut être horrible en fait. C'est pas leur rendre service. Ouais, complètement. Ça aussi, Henri Laborie en parle dans ses bouquins. Il tire sur la liberté à boulet rouge en disant que la plupart des gens, comme exactement ce que je viens de dire, la plupart des gens ne peuvent pas assumer un niveau de liberté trop important parce qu'en fait, ça implique un niveau d'incertitude qui lui génère du stress. Tu as besoin d'un cadre. Il y a des gens, ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Ouais. Parce que si tu leur dis fais ce que tu veux,
En fait, il y a tellement de possibilités qu'ils se figent et ils se retrouvent inhibés. Attention, pour préciser, là, on dit vraiment qu'on doit leur dire quoi faire et pas comment le faire. Oui. Pour moi, c'est très différent parce que, par exemple, dans une entreprise, ce que j'aime bien, c'est définir des règles du jeu. Par exemple, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, il se passera ça. Genre, si 2 mois, et j'en ai parlé dans l'épisode sur la performance dans le cadre de l'entreprise, si par exemple, je définis la performance comme étant être en surperformance 2 trimestres à la suite, alors il va se passer ça. La sous-performance à l'inverse, c'est faire moins de 70% 2 mois à la suite. Alors il va se passer ça. Mais en fait, quand on définit des règles du jeu très claires, ça nous laisse la liberté de faire comment on veut. Exactement. Tu n'édictes pas des règles, tu édictes des principes. Exactement. Bah, une fois que tu poses les principes, tu laisses aux gens la liberté de les interpréter et d'en tirer leurs propres règles. Et c'est ultra important parce qu'on est tous différents. Et moi, pendant des années, j'étais bloqué sur des règles dans la santé, dans l'alimentation, dans le sommeil, dans le sport, machin. Et j'en suis revenu parce que c'était trop de contrôle, trop de rigidité. Et je m'étais perdu là-dedans parce que j'étais en recherche de perfection. J'en suis revenu, j'ai pris du recul, j'ai pensé systémique et j'ai compris quels étaient les grands principes qui sous-tendent tout ça. Et en fait, et d'ailleurs, c'est exactement les mêmes que dans l'économie. J'en suis arrivé à cette conclusion en étudiant et l'économie et la santé. À la base de tout, tu as les principes de conservation de l'énergie. Dans l'économie, c'est exactement ça aussi, si tu réfléchis. L'économie, c'est de l'énergie transformée. La santé, c'est de l'énergie mise à profit. Enfin, tu veux fournir une performance cognitive ou physique, il faut mobiliser de l'énergie. Cette énergie, elle vient pas de nulle part. Ouais. Le prana de se recharger avec le soleil, ça a ses limites, tu vois. Superman. Voilà. Non mais voilà. La kryptonite, ça n'existe pas en fait. Le soleil Enfin, jaune. la kryptonite lui donne pas d'énergie, mais vous m'avez compris. Le soleil jaune donne de l'énergie à Superman. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai que c'est ça. J'ai tout inversé. Mais donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, c'est valable en économie, c'est valable en santé. Tu vois, en économie, tirer sur la corde au niveau de la santé, vouloir surperformer en permanence en dépit des lois de la biologie, ça revient en économie à creuser de la dette. Ouais. À contracter de la dette, toujours plus de dette, toujours plus de dette. Ouais. Et en fait, le point commun, c'est que quand tu as trop tiré sur la corde pour ton système à toi, bah, il va y avoir burn-out à la clé. Donc il va y avoir un moment où tu n'auras pas le choix que de passer par une phase très difficile pour te relever derrière. Si tu prends le système France, 3200 milliards de dettes, bon bah en fait... On met la clé sous la porte. À un moment, c'est soit l'État fait faillite, soit tu montes les taux d'intérêt à 10%, tu vis une récession hardcore, dans le sang et les larmes. Comme en Argentine, par exemple. Exactement, merci Milei. J'observe ça de près parce que c'est intéressant. Ouais. Et tu peux enfin avoir quelque chose de mieux, mais en passant par du pire. Ouais. Exactement la même chose, à des niveaux de complexité différents. Ouais. L'individu, la société. Si on revient un peu sur le je me suis sujet... un peu égaré. Moi aussi, t'inquiète. Mais c'est hyper intéressant. Si on revient un peu sur le sujet de la santé mentale masculine, c'est quoi un peu ton analyse de ça, du coup? Comment, déjà, comment on en arrive là? 2, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Ouais. Et puis voilà, quoi. Mon analyse de ça, c'est qu'il y a les deux extrêmes. Les extrêmes se sont creusés comme partout, il n'y a plus rien au centre. Tu as d'un côté des hommes complètement émasculés parce qu'on leur a dit que toute expression de masculinité était toxique et elle était malvenue. Donc eux se castrent, parfois même littéralement, se castrent et s'interdisent d'exprimer de la masculinité, d'exprimer de l'impulsivité, d'exprimer de la colère, d'exprimer de l'impatience, d'exprimer de la volonté de dominer, d'exprimer de la volonté de puissance. Et de l'autre côté, tu as des mecs qui ont pris la red pill et qui ne jurent plus que par ça et qui veulent devenir des mâles alpha ultra dominants. Tu vois ? Ouais. Sauf qu'en fait, parmi ces mecs-là, il y en a qui auraient toutes les capacités d'exprimer du leadership et de la dominance, mais qui se l'interdisent, donc ils nourrissent un profond mal-être. Et de ce côté-là, t'en as qui n'ont pas du tout les aptitudes d'être des dominants et d'être en haut de l'échelle hiérarchique, mais qui se convainquent et qui essayent tellement de se convaincre que c'est le cas par auto-hypnose qu'ils nourrissent aussi un profond mal-être. Les gens sont plus à leur place, en fait, tu vois. Et au milieu, il n'y a plus grand-chose. Hein. Au milieu, il y a peut-être les 5% de mecs qui ont eu une enfance heureuse, qui ont été sécurisés et matériellement, et émotionnellement, et psychologiquement. Les 95% restants, qui ont préféré lire Tony Robbins plutôt que de faire des séances de psy, ou qui ont préféré. Alors, ceux qui ont lu Tony Robbins et ceux qui regardent des youtubeurs Red Pill, ils sont de ce côté-là, ils veulent se convaincre qu'ils sont les mâles alpha alors que non. Et ceux qui ont lu... qu'est-ce qu'ils ont lu, ceux qui s'autocastrent Qu'est-ce qu'ils ont lu, ceux-là ? Bah, ils ont juste... ils se sont fait bourrer le crâne par la bien-pensance. Bah, eux, ils veulent être de doux petits agneaux, et ils veulent surtout pas
exercer. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais tu as compris, je pense. Ouais, tu vois. carrément. Donc je pense que mon analyse, c'est celle-là, c'est que déjà, on verse dans les extrêmes, alors que la vérité est toujours dans la nuance. Chaque homme a en lui une part de masculinité et une part de féminité. En moyenne, a une part de masculinité plus développée que la féminité. Ouais. Il y a des grandes tendances, ça s'appelle le sexe. Et malheureusement, on prend plus le temps d'être dans la nuance, parce que penser la nuance, ça demande de l'énergie. Et par économie cognitive, par besoin inconscient de ne pas dépenser d'énergie à réfléchir, on va s'enfermer dans une case, on va s'identifier à un groupe, on va s'identifier à une mouvance, parce qu'on ne veut pas dépenser d'énergie à réfléchir. Parce que plus on est stressé, plus on a peur, plus on a besoin de voir les choses de manière manichéenne et de simplifier le réel. Et parce qu'on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Et comme aujourd'hui, c'est un phénomène qui se nourrit de lui-même, comme aujourd'hui les groupes se scindent, chaque personne qui n'appartient pas à un groupe, soit va en plus vivre un nouveau mal-être qui est que j'appartiens à aucun groupe, j'arrive pas à m'identifier à mes semblables, et donc il va tout seul se conformer à un groupe, et donc il va choisir un extrême ou un autre. Ouais. Je suis sûr que tu l'as déjà observé, même peut-être chez toi-même. Moi, le premier, tu vois. Je sais que j'ai accès à de la nuance, que je suis capable de faire preuve de nuance, et pourtant, des fois, je me vautre dans des narratifs très lisses et dans des trucs complètement caricaturels. Ouais, bien sûr. Caricaturels. Ouais, l'un ou l'autre, t'inquiète. Et ça, c'est très lié au stress. Entre nous. Et c'est pour ça que pour moi, ce phénomène-là, il est très lié au fait que le stress chronique est très présent au niveau sociétal. C'est que plus tu stresses, plus tu es en mode survie, moins tu as accès à tes capacités de raisonnement. Ouais. Parce que quand tu es en stress, quand tu es en état d'alerte, par défaut, ton corps va prioriser des réactions de fuite ou de combat. Il va se dire, vas-y, la réflexion, c'est un luxe, on va dégager ça, tu vois. Ouais. Tu l'as vu pendant le Covid. Tout le monde est devenu complètement con. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a été révélé juste, ou est-ce qu'on l'est devenu, quoi? C'est un peu ce que je me demande. Je pense que ça a révélé plein de choses, mais je pense que ça... Même des gens extrêmement intelligents peuvent devenir complètement cons si tu les mets dans un état de stress chronique. Ouais, Vraiment. Probablement, ouais. Et du coup, tu vois, ça me pose vraiment la question, est-ce que c'est qu'une question de stress, justement, à la fois l'invisibilisation du sujet et à la fois le fait de se sentir pas bien, de sorte à ce qu'il y ait significativement une grosse différence entre le taux de suicide hommes et femmes. Ça pose quand même des questions. Non, pour moi, il y a d'autres facteurs. Je reprends ton exemple du taux de suicide. Les hommes ont... Même, je veux dire plutôt, les femmes ont beaucoup plus d'aversion au risque. Ouais. Et ça s'explique très facilement de manière évolutionniste. Je veux dire, quand tu es une femme, tu es objectivement plus vulnérable au danger. Surtout, tes ancêtres, il y a 10 000 ans, quand les dangers, c'était des trucs réels et concrets, tu vois. Je veux dire, t'es moins grande. En tout cas, il y a des régions du monde où c'est pas vrai, mais je prends des tendances générales. T'es moins grande, t'as moins de force physique. Donc il est logique que tu aies évolué en développant plus d'aversion au risque. Tu vois, Et pour se suicider, il faut quand même avoir un certain niveau de folie et un certain niveau de témérité et de non-aversion au risque. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est une partie ce qui explique qu'il y a beaucoup plus de tentatives réussies de suicide chez les hommes. Il y a plus de tentatives chez les femmes. Mais j'ai pas les stats exactes, mais je pense que souvent, c'est des trucs moins radicaux, tu vois. Je pense qu'il y a plus de mecs qui se jettent d'un toit ou qui se tirent une balle. Ok. À vérifier. Et ça me paraît très évident. Ok, c'est intéressant. Moi, il y a deux choses que je vois assez régulièrement. Première chose, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que l'homme n'a pas la place dans la société de dire « je me sens pas bien ». Déjà parce que culturellement, c'est quand même pas hyper accepté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même des restes du patriarcat qui disent il faut être fort, il faut être costaud, il faut pas se ressentir d'émotions, il faut pas pleurer, etc. Et donc ça, c'est le premier point. Ouais. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, à partir du moment où je vais exprimer un mal-être en tant qu'homme, je vais me faire tomber dessus par des personnes qui vont dire bah ouais, mais attends, t'as un racisme systémique. Et en fait, tu n'as même pas le droit d'exprimer parce que t'as tellement été privilégié par le système qu'on est prioritaire sur toi. Ce que je peux entendre totalement, parce qu'évidemment, il y a eu des inégalités de droits par le passé. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait toujours aujourd'hui en termes de droits. Entre hommes et femmes ? Ouais, entre il n'y en a plus pour moi. Voilà. Et du coup, c'est en fait hyper traumatisant pour les hommes parce qu'on n'a plus du tout de place pour s'exprimer, de dire je me sens pas bien aujourd'hui parce que sous couvert qu'on a été favorisé, privilégié par le système. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et vas-y, tu veux dire quelque chose ? Vas-y, continue. Le deuxième point, je l'ai perdu. C'est vrai ? Vas-y, enchaîne. Point.
c'est très vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est toujours très mal vu pour un homme d'exprimer de la vulnérabilité et de montrer de ses faiblesses. Mais ça, en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où ça n'a pas de conséquences. Ça a moins de conséquences chez un homme que de montrer ses vulnérabilités et ses faiblesses, mais on a évolué, et encore il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un siècle, on vivait dans un monde encore très difficile, où c'était beaucoup plus utile pour la société que les hommes ne montrent pas leurs faiblesses. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment utile, parce que on vit dans un monde de confort. Mais à une époque où c'était utile de toujours montrer de la force et de toujours tenir la baraque en tant que mec, bah, c'était plutôt adapté. Que ça se transmette de génération en génération par l'éducation. Tu peux considérer ça comme des modes d'éducation dysfonctionnels qui génèrent des traumas. Mais si ces traumas-là et cette éducation dysfonctionnelle est adaptée au contexte, alors, très bien. Parce que la nature en a rien à foutre que tu sois heureux. Ouais. La nature, elle s'en bat les couilles. La nature, elle veut juste que tu remplisses ton rôle de faire en sorte que l'espèce soit pérenne dans le temps. Ok. Que tu fasses des gosses, en fait. Ouais. Enfin, c'est un peu l'idée du bouquin Le gène égoïste, tu vois. Ok. Je sais pas si t'as lu Je ça. connais pas, mais... Aujourd'hui, on vit dans le confort, donc c'est moins utile que les hommes montrent de la force et soient invulnérables. Parce qu'au fond, ils l'ont toujours été. On l'est. Peut-être que tendanciellement, on l'est moins que les femmes, parce qu'on est moins sensible. Il y a des grandes tendances comme ça. Moi, je le vois, mon nombre d'abonnés sur Instagram, c'est 2/3 de femmes. Ok. Et après, il y a plein de raisons. Intéressant. Il y a aussi plein de raisons Parce que culturelles t'es qui font que les femmes sont plus stressées. Tu vois, les femmes ont plus de charge mentale. Ouais. Les hommes ne tiennent plus leur rôle. Ouais. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais pas déballer ici, mais je pense que tendanciellement, les femmes sont plus stressées aujourd'hui, donc ça explique pourquoi il y a un déséquilibre dans mes abonnés. Mais... Ouais. Et du coup, j'ai perdu le fil, j'aurais pas dû digresser. C'est parce que t'es BG, c'est pour ça. De quoi ? C'est parce que t'es BG, c'est pour ça. Ah ouais ? Ouais, c'est sûr. T'inquiète. Je pars dans tous les sens. Mais Ouais. en tout cas, aujourd'hui, le contexte, il a tellement changé que ce serait plus logique, enfin, ce serait mieux accepté que les hommes montrent leur vulnérabilité. Ah oui, c'est ça, Ouais. j'en étais là. Je disais qu'on a toujours été vulnérable, on a toujours eu des failles. Jusqu'avant, il fallait pas les montrer parce que le contexte c'était difficile et que les montrer, c'était montrer une faille et du coup, c'était montrer une ouverture. Ouais. Et laisser le voisin te conquérir et brûler ton village, en fait. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, c'est moins évident, mais comme la socioculture n'a pas tant changé que ça, il y a une espèce de truc de fond, tu vois, qui reste. Mais peut-être que si ça reste, c'est pour des bonnes raisons aussi. Parce que le contexte, il peut vite changer, tu vois. À la fin d'un cycle, on revient sur des temps difficiles. Donc, je pense qu'il faut à la fois cultiver sa sensibilité, sa vulnérabilité et apprendre à laisser sortir. À une époque, je disais que pleurer, c'était très important. Je le dis toujours, même pour un mec. Ok. Mais en même temps, il faut aussi cultiver de la force, cultiver de la résistance, que ce soit par l'entraînement, par l'hormèse, par tout ce que tu veux. Totalement. Faut faire les deux, quoi. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que deuxième point. Je pense qu'il y a tout un idéal de la déconstruction qu'on a vécu pendant les 70, 80 dernières années. Tu vois, il fallait tout déconstruire. Le tableau bourgeois, tu vois, en peinture qui était représenté. Avant, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une photo en tableau bourgeois, donc en tableau. Donc on prenait la famille, puis on la peignait. Et en fait, il y a eu des artistes qui ont déconstruit, des Mondrian, des gens qui faisaient du all-over, tu vois, qui faisaient plus dans un tableau, qui faisaient de la peinture sur les murs, etc. Donc ça, on a voulu déconstruire. Philosophiquement, ça s'est accompagné par des Deleuze, des Derrida, qui ont voulu déconstruire justement les idéaux, les manières de penser, les systèmes de pensée précédents. Ça s'est aussi ancré dans la société. Donc on a tout déconstruit. Et en fait, on a même déconstruit ce que c'était qu'être un homme. Ouais. Et moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas reconstruit ce que c'est qu'être un homme en 2024. C'est quoi aujourd'hui concrètement être un homme ? Et du coup, en fait, il y a deux propositions. Il y a le côté homme alpha red pill que tu disais tout à l'heure, et il y a l'autre opposé où on se disait je suis complètement pas faible en fait en termes d'image. Et donc, il n'y a pas ce juste milieu entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un travail en tant qu'homme, et homme au sens large du spectre, je veux dire, de construire ce qu'on veut envisager comme c'est quoi être un homme en 2025 et après, quoi. Je pense qu'il y a un gros sujet là-dessus. Il n'y a pas de nouvelle proposition de modèle. C'est vrai qu'il y a un vide. Et il y a une dernière idée que j'avais, c'est que, tu vois, il y a une phase, je crois, après-guerre, je crois que c'est dans les années 1930, non, c'était je sais plus, dans les années peut-être 40, quelque chose comme ça, où en fait tu te rends compte que après-guerre 14-18, tu as les hommes qui sont dans les hôpitaux léthargiques, parce qu'en fait ils ont perdu leur sens, tu vois, ils étaient embrigadés pour aller à la guerre, ils avaient un objectif, quelqu'un à abattre, etc. Ils étaient tous liés pour ça, un destin commun. Ouais. Et en fait, l'après-coup,
il y avait des blessures, etc., mais il y avait aussi des blessures mentales, tu vois, ils avaient perdu le sens de leur vie. Puis ils étaient traumatisés aussi, je pense. Exactement, totalement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, les hommes, à l'inverse des femmes, les femmes doivent aller voir un psy, par exemple, pour diminuer le stress et aller mieux, et ça passe par la parole, la conversation, etc. La différence avec les hommes, j'ai l'impression, en tout cas, c'est que les hommes ont besoin d'avoir un but commun, tu vois, mettre du sens dans leur vie. Et en fait, tu te rends compte que 1940, bam, les hommes sortent des hôpitaux et vont faire les taxis, vont conduire les camions pour repartir en guerre, etc. Et ça leur pose aucun problème. Et tu as un mouvement de société qui fait ça et ça leur coûte pas d'effort. Donc moi, je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, tu vois, on a enlevé en fait ce sens commun de la société par une perte de la spiritualité, par une hyper-individualisation, et qu'en fait, il faudrait probablement redonner un sens commun, tu vois. Ouais. Complètement. Alors là, ce que tu dis, ça rejoint deux sujets que j'aime beaucoup, mais qui sont liés. Le premier, c'est que la perte de la croyance, qu'elle soit religieuse ou pas, ou simple spiritualité, c'est un énorme problème, parce que quand il y a un vide de croyance, il est forcément comblé par autre chose. Et le deuxième truc, c'est les travaux de René Girard. Ouais. Tu connais? Ouais, bien sûr. Ok. Hippocagne, t'inquiète. René Girard, qui est le père de la théorie du bouc émissaire et qui nous explique que, certes, comme dirait Laborie, les groupes humains s'organisent en échelle de dominance hiérarchique, mais surtout les groupes humains trouvent une direction et se mettent en action quand ils se fédèrent autour d'un ennemi commun, d'un bouc émissaire. L'immense majorité des gens n'ont pas conscience de ça. Ceux qui en ont le plus conscience, c'est les politiques et les Bien décideurs sûr. qui utilisent ça en permanence pour nous monter les uns contre les autres et pour désigner un ennemi commun, pour provoquer des impulsions et des momentum. Mais nous, on a un peu oublié ça, et ça rejoint ce que tu dis là. Les soldats qui tout de suite retrouvent de la ferveur et qui se réunissent autour d'un ennemi commun, les Allemands. C'est exactement ce qu'a utilisé Hitler pendant la guerre. Il a désigné le bouc émissaire qui était les Juifs, et il a fédéré tout le monde autour de ça. Les gens deviennent très cons quand ils sont dans des dynamiques grégaires, des dynamiques de groupe. Faut lire Gustave Le Bon. Ok, je connais pas. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, c'est incroyable. Ok. Ça met des claques dans la gueule. Et pour revenir sur la croyance, le problème de l'humain, c'est qu'il a conscience qu'il va mourir, contrairement à tous les autres animaux. Enfin, j'ai déjà arrêté rotiquer là-dessus. Je pense qu'il y a des animaux qui ont conscience de la mort, mais pas au même niveau que nous, et qui ne se posent pas autant de questions. Mais quand un de leurs congénères est mort à côté, ils ont conscience de ce qui se passe. Nous, on a conscience qu'on va mourir, on a conscience de notre finitude, on a conscience du vide intersidéral qui nous attend ou pas, on aimerait bien que ça soit pas le vide tant que ça. Donc on se pose mille et une questions, et la croyance religieuse, à la base, pour moi, elle sert à ça. Son principal rôle, c'est de dissiper l'anxiété liée à la certitude. Quand tu ne crois en rien, que tu n'as la foi en rien, et que tu passes du temps dans ta journée à te poser la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce que je fous là, quel est le sens de tout ça, tu nourris une anxiété monstrueuse, et cette anxiété, elle te bouffe de l'intérieur, et elle t'inhibe, et elle t'empêche d'aller impacter le monde, de vivre, d'être en action, et donc de remplir ton rôle primaire. Et donc pour moi, c'est le principal rôle de la croyance, c'est de dissiper toute cette anxiété pour permettre aux hommes et aux femmes de continuer à fonctionner. Et on a créé des narratifs très simples pour que tout le monde puisse les comprendre, même les plus cons, tu vois. Genre, tu te comportes bien, tu vas aller au paradis, tu te comportes mal, tu vas aller en enfer, etc. Il y a différents niveaux de lecture dans la religion, il y en a pour tout le monde, encore une fois. D'ailleurs, je pense que la religion a bien compris qu'on n'est pas tous égaux, et c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de lecture. Donc ça, pour moi, ça c'est un des éléments les plus importants aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand il y a un vide de croyance, il y a de la dépression, il y a de l'inaction, il y a du figement. Et donc, quand il y a du figement, il y a de l'anxiété, et donc il y a de l'angoisse. Et donc, à la toute fin, il y a du suicide. Et donc, comme beaucoup de gens se construisent en opposition à la religion, parce que la religion symbolise aussi le père, la droiture, les valeurs, les machins, le symbole du père. Bon, l'État veut remplacer le père. Ouais, complètement. Comme tout ça a disparu, on essaye de remplacer ça. Donc, l'État peut veut remplacer Dieu. La science veut remplacer la religion. L'écologie veut remplacer la religion. Aussi, ouais. Le féminisme veut remplacer la religion. Tout Le masculinisme. Tout ce qui finit en isme se place comme une croyance dogmatique et veut remplacer la religion. Et les gens se raccrochent à ça comme une croyance pour se rassurer et pour dissiper l'incertitude, pour dissiper l'anxiété. Il y a besoin d'avoir quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, peut-être pour conclure, parce que sinon on va se faire virer du studio, et à juste titre d'ailleurs. C'est vrai que cette semaine, j'étais en vacances du coup, et on parlait en famille. Et en fait, mon père est maire d'un village. Et en fait, il nous a expliqué qu'il faisait des baptêmes civils. Et en fait, ça m'a posé une réflexion où je me suis dit, c'est marrant parce que quand on fait un baptême, en théorie, c'est pour t'accueillir dans la maison de Dieu. Ça veut dire que donc là, si tu fais un baptême civique,
Bah, en fait, on t'accueille dans la maison de la République, a priori, Qui est une émanation de... qui est en fait un nouveau système de religion, quoi, finalement. Exactement. Et tu as la personnification qui est Marianne, et tu as un système de croyances, de valeurs qui est liberté, égalité, fraternité. Et donc, c'est marrant de se dire que quand tu prends un petit peu de recul, en fait, l'homme, par définition, recrée en fait, Bien des sûr. systèmes, des choses dans lesquelles il a besoin de mettre des convictions, quoi. C'est quand C'est- j'ai c'est compris à quel point l'homme est autodéterminé, et pas autodéterminé, mais Ouais. à quel point il est déterminé, que Mm. j'en suis arrivé à la conclusion que la tradition ne doit pas être balayée. Exactement, ouais. Que les traditions, elles sont pas là pour rien, et que avant nous, des hommes ont compris tout ça il y a des milliers d'années, et que Mm. si on s'est bâti, si on a évolué sur des trucs comme ça, c'est pas pour rien, et qu'on peut pas tout déconstruire. Mm. Et avant ça, j'étais un déconstructiviste anti-religieux. C'est Tu très vois. drôle. Ouais, c'est très marrant comment on peut évoluer. Et Du j'en coup, on n'est suis pas arrivé à déterminé. ça. Mais le déterminisme n'est pas une fatalité, chers auditeurs. J'y crois dur comme fer, et justement, il ne faut pas tomber dans le cynisme non plus, parce que je crois qu'il y a une perte de foi en l'avenir, en le futur. Mhm. Juste pour conclure sur peut-être une note positive, et peut-être je pourrais te laisser le mic là-dessus. Moi, il y a un livre que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Factfulness, et qui met en lumière en fait des datas Ouais. qui montrent qu'en fait le monde n'a jamais été aussi bien. Tu vois, le Oui. taux d'éducation des jeunes femmes n'a jamais été aussi élevé. Le niveau de richesse du monde entier n'a jamais Ouais. été aussi élevé, la famille n'a jamais été aussi faible. Bref, on va dans la bonne direction. Et en fait, comme on a des biais de négativité, on a toujours tendance à croire que c'est horrible, le monde est foutu, et Ouais. on est tous foutus, quoi. Il y a que trop d'informations. c'est pas le cas, quoi. On a beaucoup plus facilement accès à l'information qu'avant, et comme le cerveau, pour des raisons évolutionnistes évidentes, va plus aller vers les news négatives parce qu'il veut, il veut savoir tout de suite ce qui représente un danger, bah, on a des biais. Le stress, encore une fois. Exactement. Le stress est notre meilleur ami pour survivre. Sauf que ça peut se retourner contre nous. Moi, les périodes de ma vie où j'ai été le plus dépressif, c'est quand j'allais sur Twitter, tu vois. Ouais, de ouf. Twitter, c'est pas mal, hein. Là-dessus, Twitter, c'est masterclass, hein. c'est Pour, vraiment c'est un bien prendre la carnage, dose de hein. stress, là, pam. Là, ça te met en position de tigre en face de toi, quoi. Ouais. Il nous reste peut-être 5 minutes pour des petites questions rapides, Ouais. synthétiques, Ouais. qui n'est pas notre spécialité à tous les deux, a priori. Je t'avoue, c'est difficile, mais Ouais, c'est compliqué. mais t'inquiète, je suis le pire dans l'exercice. D'ailleurs, si je devais faire cet exercice-là, je serais très, très embêté. c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je le fais faire aux autres. Si t'es toi-même, du coup, un top performer, puisque t'es interviewé dans ce podcast, donc t'es labellisé top performer, c'est quoi ton système non négociable à toi? Le truc sur lequel t'es obligé de passer tous les jours, quoi. Tu te dis, c'est Tu veux dire certain. une habitude ou... Ton système non négociable, c'est absolument tous les jours, tu veux que tu passes par là. Bouger. Toutes les semaines. Le mouvement. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu t'es Intransigeant. cramponné, intransigeant? Il y en a beaucoup moins qu'avant. Ok. J'ai fini par comprendre que tout est déjà parfait, que ça servait à rien d'essayer d'être rigide et de chercher la perfection, mais quand même, marcher suffisamment, m'alimenter correctement et dormir suffisamment, hein, c'est les principaux piliers pour moi. Ok. Ouais. Et toujours me rappeler que la vie est courte et qu'il faut être dans la gratitude. C'est pas toujours facile. J'en ai fait un fond d'écran d'ailleurs. Stylé. Ouais. Tu nous partageras en Avec commentaire. plaisir. C'est quoi la première chose que tu fais dans les 2 premières heures de la matinée quand tu te réveilles? Idéalement, une séance de Qigong. Ok. Mes meilleures journées, c'est quand je commence ma journée par ça. Et après, je te dirais que je vais à la salle le matin et que je marche et que je cours un peu, que ça me fait un bien fou. Tu pousses fort, quoi. Avec biceps. Non, pas tant que ça. Moi, je suis un adepte de la méthode Lafay. Ah oui, c'est vrai. Et je l'ai découverte très tôt et ça Moi m'a un aussi, peu j'ai sauvé la commencé vie. par là. Ah ouais 2011, j'ai découvert la méthode Lafay. Énorme. Je découvre Henri Laborie. Ok. Je découvre Alice Miller. Énorme. Et ça a tout changé. Donc Cool. j'ai pris du recul à ce moment-là et j'ai compris que Très drôle. le corps humain, c'est pas juste un système musculo-squelettique, quoi. Très drôle, Olivier Lafay, qui a changé la trajectoire de musculature de beaucoup de personnes, Ouais. je pense. Ouais. Qui est un énergumène particulier sur les réseaux sociaux, mais pour autant. Malheureusement, il a un peu sombré dans la mégalomanie, c'est très dommage. Moi, j'adorerais voir, tu vois, par exemple, une interview entre Lafay et Delavier. Ce serait Ouais, de ouf. incroyablement riche, mais Ouais, ils se c'est supportent pas parce qu'ils sont mégalomanes tous les deux. Ouais, c'est dommage. Tu dors combien d'heures par nuit? 8. 8, ok. Si je dors pas 8 heures, c'est compliqué. C'est quoi la mauvaise habitude que tu as envie d'éliminer? Encore trop de réseaux sociaux. Ok. J'ai un profil ultra addict. Ok. C'est quoi ton rapport au jeu, à l'amusement? L'amusement pur, j'ai encore tendance à m'auto-flageller quand j'ai pas fait le travail et j'ai du mal à m'amuser. Ouais. Mais sinon, je kiffe, hein. Ça dépend quel type de jeu. Justement, c'est ça la question, c'est ce que tu arrives à jouer, quoi. Je pense que pas encore suffisamment, mais ça devrait être le but de tout le monde de réussir à jouer comme un enfant, dans l'insouciance la plus totale. Ok. Tu geeks un peu? Je me suis interdit il y a 10 ans de continuer à geeker, mais j'ai perdu Terrible. pas mal d'années de ma vie avec ça. Terrible. Ok. Sur quoi? Le premier jeu en ligne auquel j'ai joué, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Ensuite, il y a eu Crysis
il y a eu Far Cry, il y a eu Counter-Strike Source. J'ai triplé ma première à cause de ça. Nice. Et il y a eu Battlefield 3. Hélas, que du Que du FPS de gros Ok. bourrin accro à l'adrénaline. On adore ça. T'étais comment enfant? Je pense que j'étais très jovial et parfois très mélancolique. J'avais tendance à m'enfermer un peu dans des délires, faire des maquettes, faire des Lego, aller à la pêche. J'avais besoin de passer beaucoup de temps seul. Et je réfléchissais beaucoup. Et j'ai grandi en pleine campagne. Donc c'est peut-être Ok. Tu dirais que t'as une éducation qui était comment? chaotique. Chaotique? Ouais. Ouais, très. J'ai été éduqué en partie par mes parents, en partie par une nounou que je voyais toutes les semaines, qui venait d'un milieu complètement différent. Donc j'ai pris un peu des deux. Et je me suis beaucoup éduqué moi-même aussi. Je crois qu'en fait, arrivé à l'âge adulte, j'avais l'impression que j'avais pas été éduqué et qu'il fallait que je m'éduque. J'étais pas devenu un homme en fait. J'étais encore un enfant qui comprend pas le principe de d'abnégation et de patience par exemple. Ah, c'est intéressant. T'as fait un revirement du coup. Pas suffisamment encore. C'est quoi les questions que tu aimes poser quand tu rencontres quelqu'un? Ah. Alors c'est pas des questions que je pose, mais ma principale préoccupation quand je rencontre quelqu'un, c'est d'essayer de lire en lui quelles sont ses motivations profondes pour faire ce qu'il fait. J'essaie de gratter au-delà de la surface et de comprendre qu'est-ce qui l'anime au fond de lui, et ensuite ça me permet de mieux accepter ses défauts, de mieux comprendre ses défauts, Mm. et de mieux le comprendre, tout simplement, de mieux connecter avec lui ou avec elle. Et en termes de questions, ça se traduit par... À une époque, la première question que je posais, c'est quoi tes passions dans la vie? Non, c'était qu'est-ce que tu es? Au lieu de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu es dans la vie? Les gens kiffent ça quand tu leur poses cette question. T'as l'impression qu'ils se disent oh, enfin. Pas tous, hein. Ouais. Il y en a qui sont très identifiés à ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Professionnel notamment. Exactement. Et ça peut être tétanisant aussi. Qu'est-ce que tu es? Oh là, wow. Des fois, tu les mets face à un vide auquel ils n'ont Ouais. pas envie de se confronter. Ouais. Exactement. Comme C'est ça l'ennui, qui- tu vois. C'est genre le même type de sujet. Tu vois, j'ai pas envie de m'ennuyer pour m'occuper, me remplir. Exactement. Est-ce que tu as un tips que tu veux partager aux auditeurs? On en a déjà donné quelques-uns. Mais, Un tips. Allez voir un psy. Arrêtez de croire que c'est un truc de faible. Il n'y a rien de plus courageux que d'accepter de se confronter à ce qu'on n'a pas envie de voir et d'aller voir un psy pour en parler. Et c'est ce qu'il y a de plus rentable comme investissement pour les gens qui fonctionnent sur une logique comptable, qui veulent pas gaspiller leur temps, leur énergie. Il n'y a rien de plus rentable Ouais. que d'aller voir un psy. Et ensuite, il y a l'ennui qui est très rentable. je le dis tout le temps dans les épisodes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré une psy qui est exceptionnelle. Et j'ai jamais fait un investissement qui était plus rentable que C'est ça. incroyable. C'est, Tu sais que si je devais c'est le un payer 1000 no-brainer. € la séance, je le paierais. Ah, ça m'étonne pas. C'est un no-brainer. Vraiment, il n'y a pas de, C'est incroyable. y a pas de Il sujet. faut qu'il soit bon. Hein. Ouais, par Comme contre, dans tous les métiers, les trois quarts ne sont pas à leur place. c'est ça. Ils sont mauvais. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en disant ouais, mais moi j'étais voir un psy, c'était pas ouf et tout. Change. Bah, en fait, ouais, j'en ai testé beaucoup avant de Bien vraiment kiffer, de tomber sur la perle rare, quoi. Mhm. Et souvent, c'est de la recommandation de potes. Souvent, petit tip, c'est quand vous rendez compte que vous avez un peu des manières de fonctionner un peu similaires à des potes et Exactement. vous avez des potes qui vont voir une psy, ça peut être un bon moyen de trouver une psy. Je t'aurais dit la même chose. Ouais. C'est quoi ton dernier meilleur investissement à moins de 100 euros? Ah, à moins de 100 €. Ou plus, hein, si t'en as un. Bah, Moins de 100 €. Je dirais un micro cravate qui est fait pour le téléphone. Ah, stylé. Et sinon, ah si, je sais, c'est les petites bandelettes là pour Pour le écarter nez. les narines pour mieux respirer et le truc pour nettoyer les sinus parce que j'ai des gros soucis à ce niveau-là et donc Non. une mauvaise oxygénation et donc ça impacte toute ta vie. Pas mal. Est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre? Elle est dure celle-là. Est-ce que je préfère C'est ma gagner question ou est-ce que je préférée. déteste perdre? Je C'est crois ma que je question préfère préférée. gagner, mais j'aime pas perdre non plus. Mais je préfère gagner. Tu préfères gagner? Ouais, je pense. T'es sûr de ton choix? Non, pas du tout. Pour la petite anecdote, t'as 90%, je pense, ou un peu plus peut-être, qui détestent perdre. Mais en fait, c'est logique. Ça revient au biais de négativité Bah ouais, là, qu'on c'est dit clair. tout à l'heure. C'est Mais- comme la version à la perte en trading. Ouais. Genre, moi, et ça veut pas dire que tu es pas ok d'échouer, parce que c'est une long terme, tu vois, le fait de gagner. Mais en fait, moi, par exemple, tu me fais jouer aux jeux de société, je suis un putain de Non, mais psychopathe. t'as quoi. raison, je déteste perdre. Je suis un putain de psychopathe. Je Moi préfère aussi. tricher, La mauvaise foi. mettre des patates aux gens plutôt que de perdre, quoi. C'est impossible.
Et j'ai une dernière question pour toi, Arti, et après on aura fini, Ouais. Enfin, c'était très agréable pour autant, mais je pense que c'était riche en réflexion et émotion. J'espère. C'est quoi ton idée contre-intuitive qui va à contre-courant de la doxa, la pensée commune? Tu peux en donner une, parce que je sais que tu en as plusieurs. Une que j'ai, Ouais, Ok, je serais curieux de savoir ce que tu vas dire, mais moi je dirais pensée contrarienne, quoi. en le gros. fait que pour le repos mène à la performance. Et ça, c'est contrarienne, ça? Bah, je trouve, ouais. Ok. Le repos mène à l'accomplissement. Enfin, les gens, pour accomplir, sont persuadés qu'il faut être tout le temps dans l'action et tout le temps essayer de performer. Non, c'est faux. Ok. Je te dirais ça, ouais. Trop bien. C'est cool. T'aurais dit quoi, toi? J'aurais dit quoi? Je pense que j'ai déjà partagé, parce qu'on m'a posé la question il y a quelques temps. J'en ai plein. Moi, en fait, j'ai un dossier sur Notion avec plein d'idées contrariennes. Et tu vois, typiquement, j'en ai une qui, je crois fondamentalement qu'il faut une réduction du rôle de l'État. Alors Ah qu'on est dans un oui. pays où, en fait, l'État doit être Oh le là sauveur là. de tout le monde. Et moi, je pense que vraiment que limite, il faudrait qu'il n'y ait pas d'impôts, qu'il n'y ait pas d'État, que T'es un ça vrai soit juste libertarien? je sais pas si je suis un vrai libertarien, mais je pense que ouais, je m'assimile à pas mal d'idées libertariennes, ouais, complètement. Ouais, ok. Bah, de toute façon, tous les gens avec qui je connecte le mieux ont compris que le vrai libéralisme, c'était la solution. Ça Ouais. demande une pensée intuitive assez développée parce que ça demande de connecter pas mal de choses. Quand Ouais, tu as une pensée mécaniste et séquentielle, tu vas forcément buter sur mais qui va payer les routes et les hôpitaux? ouais, c'est ça. C'est compliqué parce que entre la théorie et la pratique, je pense qu'il y a un énorme écart. Oui. Et je pense que concrètement, dans notre société française notamment, c'est absolument impossible Ça de peut le pas mettre en marcher. place parce que il y a un écart tellement violent que Une minarchie à la limite, et c'est mais compliqué, quoi. ça peut pas marcher. Actuellement, ça peut pas marcher. Mais ouais, je pense que l'État doit servir à protéger. Oui, le Et régalien. that's all, quoi. L'État n'a rien à faire dans l'éducation, l'État n'a rien à faire dans la santé. Et ça fera l'objet d'un autre épisode. Oui, avec plaisir. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver, Arti? Partout au même nom, Adoméos, Ad Homéos. Beaucoup actif sur Instagram, un petit peu actif sur YouTube et ça va l'être de plus en plus. Trop cool. LinkedIn aussi, j'aimerais bien m'y mettre un peu. Ouais. En même temps, j'essaie d'être partout, mais c'est pas la bonne Ouais. solution. Mais je dirais surtout Instagram et YouTube. Si on veut envoyer des cœurs, plein de messages de soutien, d'amour, parce que vous avez adoré l'épisode, c'est sur donc Adoméos sur Instagram. Sur Instagram, ouais. Et en fait, c'était un super bon épisode, et surtout sur des sujets de stress, du coup, pour l'instant. Ça t'a Et plu? ouais, moi, ça m'a C'est cool. grave plu. Tu C'était hyper intéressant. je peux je peux parler pendant des heures Ouais, là-dessus. on aurait pu continuer faire x2, mais je suis pas sûr que ça soit bien accueilli au sein du studio qui nous a chaleureusement accueillis aujourd'hui. Merci en tout cas pour l'épisode, c'était trop Merci cool. à toi. Les petites beautés. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'était un plaisir de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous avez appris des trucs. Je suis persuadé que vous avez appris des trucs. Mais en tout J'espère cas, aussi. on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes. C'était PE et Arti du coup.